Madame, monsieur, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision pour 10-12, le Zénith. Nous vous souhaitons en même temps de rester, quoi qu'il en soit, prudent face à la montée vertigineuse du coronavirus au Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes à 70 cas. Lundi, nous étions effectivement à 56 cas. Mardi, 66 cas et aujourd'hui 70 cas. Combien de cas aurons-nous dans les jours à venir? Faites le ratio dans 10 jours. Combien de cas le Cameroun pourra susceptiblement avoir? On s'en souvient qu'il y a eu quelques jours, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, en face des sénateurs, d'ailleurs, faisait part de son inquiétude en disant que si rien n'est fait, dans les jours à venir, on sera exposé à plus de 3800 cas au Cameroun. Est-ce qu'on a réellement aujourd'hui au Cameroun un système de santé réel à même d'avoir des recours d'urgence pour ces 3800 cas éventuels qu'on pourrait susceptiblement avoir? En tout cas, on en reparlera dans cette émission avec vous, madame, monsieur. Le temps de vous permettre de bien vous installer. 10-12 le Zénith. Je ne suis pas seul, comme à l'accoutumée. Ils sont autour de moi. Charles Amel Mbachou, bonjour et bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Que s'est-il réellement passé à l'Assemblée nationale? Y a-t-il eu des cas qu'on essaye d'occulter? Des informations nous apprennent que des députés se font consulter. Pire, qu'un député serait même tombé. Était-ce vrai? Point d'interrogation. Pendant ce temps, le gouverneur de l'Ouest sort un communiqué dans lequel il invite environ 13 personnes qui auraient pris un conseil particulier en date du 11 à venir rapidement à la délégation régionale de la santé de l'Ouest. Pourquoi? Que cherche-t-on à donner comme information? La question, dans tous les cas, on se la pose et on s'en inquiète. L'inquiétude, de toutes les façons, est réelle et vérifiée également. Le Cameroun est inquiet, les Camerounais sont inquiets et on attend en même temps qu'il puisse avoir une communication bien concertée autour de tout ceci. Hier, nous attendions également la conférence ou encore le point de presse du ministre de la Communication. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On comprendra certainement tout cela au courant de la journée. Mbombo Mbenga, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Vous l'avez dit, 3800 cas projetés par le ministère de la Santé publique dans 4 semaines. Ça veut dire que c'est des chiffres officiels. Chez nous, on faut multiplier ces chiffres au moins par 6 pour avoir les chiffres réels de ce que pourraient être les projections dans un mois. À cette allure-là, alors, allons-nous dire, comme les judéo-chrétiens, qu'il faut que le grain de blé meure pour qu'il ressuscite, puisque nous sommes en période pascale. J'ai voulu faire cette analogie et Jésus va mourir bientôt, il va ressusciter. Bon, peut-être a-t-on pris l'engagement, a-t-on pris la résolution qu'il faudrait que tous les Camerounais meurent ou qu'ils ressuscitent. Attendons de voir. On attend bien de voir ce que ça va donner dans les jours à venir, madame, monsieur. Elle est avec nous comme à l'accoutumée, Karine Santia. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel et bonjour aussi à nos téléspectateurs. Le décès de l'artiste international camerounais Manu Dibango fait parler encore aujourd'hui dans la vague des hommages liés notamment à son décès. On a l'hommage du président de la République du Cameroun. J'ai appris avec tristesse le décès de monsieur Emmanuel Djoké Dibango, mon épouse et moi-même, tenant en cette douloureuse circonstance à adresser nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à la communauté Sawa qu'il aimait particulièrement. Une question que se posent les internautes ce matin: à quoi sert la précision communauté Sawa? Quand on sait en même temps que Manu Dibango était réellement un citoyen du monde, on a vraiment toutes les raisons de se poser les questions de l'utilisation de ce thème-là. En réalité, on en reparlera également dans cette émission. Ce matin, elle est avec nous, comme à l'accoutumée. Audrey Dominique Oyengelek nous fait le plaisir et l'amitié. Bonjour Audrey Dominique. Bonjour Michel Ngachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Ce matin, avant de vous décliner l'histoire du jour, j'aimerais avoir quelques mots à dire. Du moins, je voudrais faire une interpellation à l'adresse de Madame la ministre des Affaires sociales.
Étant entendu la situation qu'on traverse aujourd'hui au Cameroun, j'aimerais savoir quelles sont les mesures que vous avez prises en ce qui concerne tous les enfants qui dorment le long de nos rues, de nos différentes villes dans le pays. Ces enfants de la rue, ces sans-abri, ne sont-ils pas susceptibles d'être des vecteurs de la maladie du coronavirus? Je vous prie, monsieur le ministre, vous aussi, de jeter un regard sur ces personnes-là. Comme je l'ai dit, je vous raconte l'histoire d'Adeline et de Ledou qui se sont mis ensemble par l'intermédiaire de la mère de Ledou, qui à cette époque-là voulait une femme pour son fils. Adeline était en classe de première alors, et lorsqu'elle a eu son probatoire, elle s'est mariée durant les vacances de la même année. Sa belle famille avait promis à sa famille qu'elle retournerait à l'école, ce qui a été fait. Après son mariage, l'année scolaire qui a suivi, elle s'est inscrite en classe de terminale et malheureusement, elle n'a pas pu obtenir son baccalauréat. Mais heureusement, on peut le dire, elle a eu 2 enfants. Elle a donné naissance à des jumeaux. Les vacances sont passées. Lorsque la nouvelle année scolaire est arrivée, elle a dit à son mari qu'elle voulait retourner à l'école ou du moins pouvoir composer en tant que candidate libre. Sauf que la mère de son mari a dit à son mari, à Ledou, que lorsqu'une femme se marie, elle doit oublier le travail, elle doit oublier l'école, elle doit exclusivement se concentrer sur son foyer. Aujourd'hui, ses enfants ont 2 ans. Et Adeline voudrait que son mari lui permette de pouvoir retourner à l'école ou du moins avoir une formation. Elle dit que chaque fois qu'elle se dispute avec celui-ci, il lui dit qu'il faudrait que tu me libères. Tu n'es qu'une consommatrice, tu ne sers à rien, même une facture d'électricité de 2000 francs, tu ne peux pas payer. Elle s'est rapprochée de sa belle famille qui, elle dit, ne la comprend pas. Sa famille, de son côté, est disposée à l'aider, à financer même une formation pour elle, pour qu'après son second accouchement, elle puisse commencer à travailler et avoir une rentrée d'argent. Sauf que la famille de son mari est contre l'ingérence de sa famille à elle dans cette situation. Elle aimerait savoir, continue-t-elle de rester à la maison et de subir les insultes de son mari, ou alors elle accepte la main tendue de sa famille et elle prépare un avenir pour ses enfants? Une histoire quand même assez compliquée ce matin. Et puis, pour mieux comprendre ce qui se passe avec Adeline, d'ailleurs à qui nous adressons tout notre soutien, on va donner la parole ce matin à vous, Mbombo Mbenga. Dites-nous comment vous analysez, vous comprenez cette situation de cette fille Adeline qui veut rentrer à l'école en même temps, qui veut forcément être une femme utile à son foyer et à sa famille. Et en face d'elle, elle a le combat à la fois de son mari et également de sa belle maman. Comment comprendre ça au moment où on parle de femmes qui devraient absolument être rentrées dans les codes justement de la construction de la société aujourd'hui? Aller à l'école ou pas, on construit la société. Mais ici, il faut que Adeline rentre à l'école parce que c'est un engagement. Très bien. C'est un engagement, ça fait partie du processus de la dot. Donc, il faudrait que son mari, Ledou, et sa famille s'arrangent à l'inscrire à l'école ou, comme elle a dit, à une formation professionnelle. Là, c'est un engagement, il faut respecter les engagements. À ce moment-là, ça devient que la famille de Ledou, donc la famille qui l'a accueilli avec, j'allais dire, des arrière-pensées qui ne sont pas bien. Donc, en fait, nous, on conçoit le mariage comme le bonheur. Vous ne pouvez donc pas vous engager dans un bonheur et l'un de vous l'occupe de cette manière et les autres, la famille, se constitue en observatrice, non? Ce n'est pas ça. Moi, le problème que je lui poserais, Adeline, c'est de ne pas, généralement c'est ça qui fait que le problème n'est pas généralement résolu. Elle en fait un problème personnel. Ce n'est pas un problème personnel. Dès que votre mari refuse de vous inscrire, et vous évitez, il faut éviter des chamailleries, il faut éviter ça. Vous portez le problème à sa famille. Vous savez bien déjà l'attitude de votre belle-mère, vous portez le problème plus haut. Et quand c'est une personne dit, vous saisissez votre propre famille, plus haut, c'est viendra. Plus haut, c'est le chef de famille. Le chef de famille, je ne sais pas si... Elle a mentionné que la famille de son mari ne la comprend pas. Et j'ai oublié un détail, elle aimerait savoir si ce n'est pas le fait qu'elle ait signé polygamie
qui fait que son mari est peut-être une autre femme en vue. Peut-être c'est le facteur polygamie qui fait qu'il n'y a pas de facteur polygamie, il n'y a pas de facteur. Généralement, l'idée que les familles proposent, c'est que tu vas laisser tes enfants à qui? Ton mari n'a pas suffisamment de moyens pour chercher une ménagère, vraiment, voilà. Mais, j'allais dire, c'est une manière subtile d'être mesquin. Ils savent bien qu'ils ne vont pas payer la scolarité, mais on utilise des moyens subtils. Mais généralement, ça mord toujours, parce qu'au bout de 3 ans, vous tombez encore enceinte. Au bout, voilà. Donc, c'est une mesquinerie que nous condamnons. Que nous condamnons complètement. Donc, en réalité, c'est pas parce que le mari veut être polygame demain, non. Il faudrait... Pourquoi la famille dit elle ne comprend pas comment? Puisque la volonté de la fille à vouloir rentrer à l'école. Mais puisque c'était la volonté, qui a doté? C'est la même famille qui allait doter. Et la famille d'Adeline a dit, non, vous voulez notre fille, nous acceptons, vous la prenez comme votre épouse, mais le niveau probatoire, nous voulons qu'elle continue à l'école. Et vous acceptez, vous la prenez. Donc c'est un engagement qu'il faut prendre. Il faut donc poser le problème. Généralement, ce qu'on conseille aux femmes à ce moment-là, c'est de ne plus tomber enceinte. Vous continuez à entretenir des relations intimes avec votre mari, mais vous ne tombez pas enceinte. Comment vivre, comment être enceinte, comment être ensemble, comment partager un foyer, si l'homme veut l'enfant, et que voilà... Ils en ont déjà 2. Karine, on viendra. Écoute, il y a des termes. Par exemple, même si vous venez épouser ma fille, je vous fais des listes des jeux, de femmes, de tout. Vous donnez tout, vous doublez. Vous doublez même. Ça veut dire quoi, ça veut dire quoi, vous doublez? Mon fils, la dot ne finit pas. Donc, chaque fois, vous allez continuer à doter. Puisqu'en fait, j'ai béni le ventre de ma fille. Elle doit vous donner la progéniture. Vous allez prospérer là-bas, la bénédiction. Et je vais veiller à ce que ma fille soit toujours obéissante. Très bien. Voilà. Maintenant, dans ce cas d'espèce, il faudrait donc veiller à que cette femme que vous avez pris, c'est des engagements. Elle doit rentrer à l'école ou trouver une formation professionnelle. Là, la famille est mesquine et ce n'est pas bon. Donc, Madeleine ne doit pas en faire un problème seul. Ce n'est pas son problème personnel, c'est le problème qu'il faut reposer. Merci. Et qu'elle ne tombe plus enceinte. Mbomborg le dit très bien, la famille serait mesquine. Mais à vous, Charles Amel Mbachou, n'avez-vous pas le sentiment que la mère du garçon a peut-être peur pour le garçon quand on sait que une fois une femme très instruite peut être un problème pour le foyer, peut-être un problème pour le foyer? Monsieur Michel Ngachou, j'ai coutume de le dire sur ce plateau que chez les Bantous, la femme ne travaille pas. Ça veut dire? Lorsqu'elle a des enfants, la femme ne travaille pas. Elle s'occupe à l'éducation de ses enfants. Ça veut dire quoi? Elle ne va pas à l'école pour avoir un emploi par la suite? La femme ne travaille pas, elle s'occupe à l'éducation de ses enfants. L'école est très dangereuse pour la femme. C'est pas un peu... C'est pas excessif de vous l'entendre le dire, Monsieur Michel Ngachou, je le dis, je parle en tant que Bantou. L'école est très dangereuse pour la femme. Pourquoi le dites-vous? Ouvrez tout simplement les yeux et baladez-vous dans la cité, vous allez vous rendre compte que la majeure partie des femmes qui ont accès à un certain niveau d'études finissent seules. Elles finissent seules. C'est les exceptions qui trouvent mari. Et ces exceptions, généralement... Dominique Audrey, on revient à vous tout à l'heure. Ne me répondez pas à Dominique Audrey, c'est mon point de vue. Allons-y, donnez le vôtre. Allons-y, Charles. J'aimerais qu'elle sache qu'elle me Non, ça viendra. Nous qu'elle donne le point de vue. On va l'écouter. On ne répond pas à Charles Armel. Non, on va l'écouter. On va écouter le point de vue de Dominique. Allez-y, Charles Armel. J'étais en train... Vous me distrayez, et vous ne pouvez même pas me distraire. Rassurez-vous. Donc, je disais que la femme, c'est dangereux pour une femme. D'aller à l'école. D'aller à l'école. Dangereux, je le dis et je pèse mes mots, dangereux pour une femme. On ne va quand même pas le dire, Charles, sur une télévision aussi sérieuse. Mais je le dis, c'est la parole des Bantous. Très bien. C'est la voix des Bantous. Je le dis, c'est pas pour qu'on me réponde. Chacun va développer son argumentaire sur les Bantous. La femme ne va pas à l'école. Elle s'occupe d'élever les enfants, d'assurer la continuité. Ce n'est pas qu'on dit. Il y a dans certaines zones, on dit la fille peut avoir uniquement le BPC. Dans certaines communautés, on dit elle peut avoir le bac.
Dans d'autres communautés, on dit non, le CP, ça suffit. Dans d'autres communautés, on dit même qu'elle ne doit même pas aller à l'école. Donc ça évolue suivant les aires culturelles. Ce n'est pas qu'une personne, une personnalité. Aujourd'hui, les femmes se sont levées pour dire qu'il faut que la femme aille à l'école. On voit tous les désastres qu'on vit. Alors, cette femme a une obstination totale pour l'école. Elle a une obstination et Dominique Audrey, lorsqu'elle raconte, elle ajoute quelque chose qui, moi, me choque. Son mari la traite de consommatrice. Tous les hommes insultent leur femme. Tous les hommes gueulent leur femme. Moi, le premier. Tous les hommes gueulent. Quand ça commence, je te gueule bien. Mais gueuler ne veut pas dire. Mais il y a des timides aussi. Non, je dis gueuler ne veut pas. C'est un jeu sentimental. Il y a des hommes timides de Charles Hamel, oui, il y a des hommes qui peuvent ne pas parler, qui peuvent ne pas gueuler comme toi. Oui, je dis c'est un jeu. Comment est-ce qu'il se comporte cela? Monsieur Ngachou, c'est un jeu en amour. La femme a action de femme, réaction d'homme. La femme dit, vous pouvez rentrer à la maison, la femme dit, je suis malade. Tu dis, j'ai faim, elle dit, je suis malade. Je te dis que je suis malade, ça ne sert à rien. Je me suis battu même pour brûler mes doigts au feu. Vous mangez à la fin, vous dites, il n'y a pas de sel. Ouais. Parce que vous voulez la provoquer. La femme est dans une colère totale. Tu dis, non chérie, je voulais juste voir ce que tu éprouves encore pour moi. Vraiment, la nourriture était bonne. Donc, ça sort à tout moment. Donc, consommatrice, ça peut être que la femme est sortie du plan. Ça veut dire que vous savez que chaque homme vote un budget pour la semaine. Peut-être la femme a fait une demande excessive avant que l'homme dise, attends, tu es consommatrice. Les femmes prennent tout au premier degré. Et c'est dangereux. Lorsqu'on vient nous répercuter en disant que l'homme a dit à sa femme qu'elle est trop consommatrice, il ne lui dit non. La femme cherche toujours à tirer tout sur elle. Jean Hamel, est-ce que l'homme ne doit pas accompagner sa femme dans le processus d'éducation, dans le processus du savoir? Est-ce que c'est problématique? C'est avant le mariage. C'est pas dans le mariage. Vous ne prenez pas une femme. La femme quitte de chez ses parents avec l'éducation de sa mère, épouse celle de sa belle-mère et applique celle de son mari. C'est très important de le savoir. Vous avez l'éducation que votre mère vous a donnée. Votre belle-mère vous donne une autre éducation par rapport à son fils. Et son fils vous dit, voilà comment je marche. Vous devez appliquer ce que votre mari dit. Ce n'est plus ce que votre mère a dit. Ce n'est plus ce que votre belle-mère a dit. C'est ce que votre mari a dit que vous appliquez. L'homme estime que pour le moment, vu le niveau, il connaît sa femme. Elle peut être agitée, elle peut être perturbée. Ça peut être une femme qui se soucie même pas de l'évolution, de la pérennité du foyer. Il dit, pour le moment, te connaissant, attends, élève d'abord les enfants, on verra plus tard. Les mesquineries, comme Bombong l'a dit, ça existe dans les dots. Il y a des familles, je connais des familles, quand ils viennent doter, on s'arrange à ce que la fille n'aille même pas faire pipi. Une fois qu'elle est sortie. Lorsque la fille sort pour aller faire pipi, on vole la fille. Il y a d'autres communautés où lorsque on dote, vous venez doter, si la fille dort, le lendemain vous revenez redoter, la fille ne doit plus dormir. Parti, c'est parti. Il y a des communautés, lorsque vous venez doter, on dit à la tante, on va ramener la fille chez vous demain. Le lendemain, vous dites qu'il n'y a pas le carburant. Vous arrivez, pourquoi vous ramène la fille? On vous fixe le carburant. C'est des jeux, c'est ça l'art de la négociation. Que dites-vous à Adeline Charles Hamel? Je lui dis calmement qu'elle écoute son mari. Qu'elle s'humilie. C'est-à-dire, elle s'humilie, elle se discipline. Une femme a tous les pouvoirs sur son mari. Une vraie femme. L'homme n'a aucun pouvoir chez lui. Aucun, je vous dis aucun. L'homme qui vous dit, le lion que vous voyez dehors à la maison, c'est un chat. C'est la femme, la vraie femme. Je dis la vraie femme a tous les pouvoirs dans le foyer. C'est à elle de se discipliner, de se calmer et de dire, chérie, oui, je suis prêt à assumer comme tu m'as dit. On prend le temps, on discute. Elle, l'homme cherche une partenaire, mais il a une adversaire. Cette femme est une adversaire à son mari. Parole de Charles Hamel. Parole de Charles Hamel Mbathiou, un bantou affirmé. Je l'assume. Hein? Je l'assume. Pure souche, on dira ça. Je l'assume. Karine Sontia, c'est un problème quand même qui concerne la femme aujourd'hui. Et lorsque tu écoutes Adeline nous raconter cette histoire-là, on parle de parité hommes et femmes aujourd'hui. Et un peu féministe, on se connaît un tout petit peu. Quelle analyse tu en fais, toi? Alors, j'aime pas quand dès l'entame, tu me catégorises vous me catégorisez dans féministe, parce que c'est pas ça mon argument. Par rapport à l'histoire, le féminisme n'est pas un argument. Le féminisme, c'est un état d'esprit. Alors, par rapport à l'histoire de ce matin, je retiens deux choses. La première des choses, c'est que Adeline s'est mariée étant naïve, très naïve. La deuxième chose, c'est que elle a trouvé un mari surdominant qui, à la fin, est égoïste. C'est de ça qu'il est question. Il est égoïste pourquoi? Parce que de tout ce qu'il fait, il ne se pose pas la question de savoir ce que sa femme, elle aussi, elle veut.
ce qu'elle souhaite. Qu'est-ce qui pourrait rendre heureuse sa femme? Qu'est-ce qui pourrait rendre heureuse sa femme? Parce qu'au fil du temps, lorsque vous passez votre temps à rendre l'autre heureux, vous vous sentez lésé. Vous avez l'impression que tout le monde autour de vous sourit sauf vous. Peut-être qu'elle n'a besoin que de ce papier, de ce baccalauréat-là pour être heureuse et ne même plus continuer, ne même pas travailler. Vous ne savez pas. Mais elle en a besoin. C'est comme quand vous entendez avec quelqu'un au départ d'une relation, vous lui dites ce que vous aimez et il sait ce que vous avez envie, il sait ce que vous aimez pendant que vous menez la relation de bout en bout. Karine, en quoi est-ce que cette fille est naïve? Elle est naïve parce qu'elle s'est mariée sans connaître cet homme, sans connaître cette famille, parce que c'est une famille de mesquins. Est-ce qu'à la base, également, on ne peut pas en vouloir à la famille, la fille, de n'avoir pas suffisamment encadré la fille dans son éducation, encadré comment? Dans son instruction? Elle partait à l'école, hein? Vous l'avez enlevée à l'école. Elle ne partait pas à l'école comment? C'est quand elle s'est mariée qu'elle a même échoué son examen, qu'elle n'a pas réussi à son examen. Avant d'être... Quand elle s'est mariée, elle a eu le probatoire. Donc, ce n'est pas une fille qui est sotte. C'est une fille intelligente. Mais vous savez très bien que lorsque vous vous mariez, il y a de nouvelles réalités qui naissent et qui peuvent vous causer des déconcentrations de temps à autre. Et vous dites que son mari est surdominant et égoïste. Il est surdominant parce qu'il ne laisse pas cette femme s'exprimer. Il ne l'écoute pas, il ne sait pas ce qu'elle veut et au final, elle n'arrive même pas à dire à son mari ce qu'elle veut. Vous vous rendez compte que vous dites à votre mari que je veux continuer les études. Je trouve que les enfants marchent déjà et que j'ai la possibilité déjà d'aller à l'école. Il vous dit que tu n'as pas besoin d'aller à l'école, reste d'abord là-bas. Tu fais quoi avec l'école? Ça va te donner quoi? Ça n'apporte rien dans la maison si. Et un autre jour maintenant, c'est lui qui vous insulte en disant que tu ne sais d'abord rien ici. Tu ramènes quoi? Consommatrice, machin. Vous voyez, ça frustre. Elle se sent frustrée. Ce dont elle a besoin, c'est peut-être que l'école aussi sera un moyen pour elle de s'évader, d'apprendre d'autres choses, parce qu'elle s'est mariée étant encore naïve. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas une bonne femme, non du tout. Elle est même une très bonne femme. Une bonne femme, une femme qui a la capacité de travailler pour son foyer. Rendez-vous compte que sur ce plateau, on nous dit souvent que c'est la femme qui cherche pour nourrir le foyer. Aujourd'hui, on nous dit que c'est l'homme qui cherche pour nourrir le foyer. Vous voyez que ça varie en fonction des circonstances. C'est la femme qui fait l'agriculture et l'homme consomme. Mais aujourd'hui, on nous dit bien que la femme n'a pas le droit de travailler. Elle n'a pas le droit d'aller à l'école. Donc aujourd'hui, expliquez-nous bien les choses. Mais pour terminer, j'aimerais dire à Adeline, si tu veux aller à l'école, donne-toi les moyens d'aller à l'école. Accepte même que ta famille te donne te permet d'aller à l'école. Pourquoi? Parce qu'à la fin, c'est toi qui feras les devoirs avec tes enfants. C'est toi qui auras la capacité de passer plus de temps avec tes enfants, les accompagner dans leurs études. Aujourd'hui, si tu trouves que tu as besoin de ce baccalauréat pour être heureuse, fais-le. En tout cas, nous sommes pour l'éducation des femmes. En même temps, mais Charles Hamel veut rapidement rebondir. Oui, Monsieur Michel Ngachou, nous sommes dans un problème d'occidentalisé. Nous réfléchissons avec la contemporanéité des occidentalisés. Que Karine Saoutian se permette de me prêter en me parlant de on, en me traitant de on, vraiment je suis un peu surpris. Non, mais c'est ce Michel Ngachou, je suis surpris. À une certaine Monsieur Michel Ngachou. Les femmes n'ont pas le droit de travailler. Monsieur Michel, très bien. Karine, c'est bon. Écoutons Charles Hamel. Monsieur Michel, on écoute Charles Hamel rapidement. On ne peut pas transposer ses rêves en réalité. Elle transpose ses rêves en réalité. C'est pas une affaire de rêve. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que chaque ménage, on est sur un plateau d'édition, ménage, on s'écoute, d'accord? Chaque ménage a ses réalités. La façon avec laquelle vous gérez votre foyer n'est pas la même avec laquelle Charles Hamel gère le sien, que Bombok gère. Mais il y a une universalité dans la façon de gérer son foyer. Raison. Charles, je ne parle. Non, Charles Hamel, on va poursuivre de toutes les façons, mais on va essayer vraiment d'être discipliné sur le plateau. Il y a un temps de parole pour chacun et il faudrait que ceci soit véritablement respecté. Je vous en prie, Karine, vous permettrez bien évidemment à Charles Hamel de poursuivre parce qu'il a forcément voulu rebondir sur vos propos. Et étant donné qu'il dit se sentir égratigné, Charles Hamel, chuter. Non, c'est bon. Allons-y. Non, on va le laisser évoluer et chuter. Merci, Charles Hamel. Je l'ai laissé terminer. Allons-y, Charles Hamel. Là, il y a une universalité dans la façon de gérer. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il y a conflit, on invite les membres de la famille pour régler le conflit. Voilà là où je parle d'universalité. Donc, nous sommes ici comme une sorte de conseil de famille. Raison pour laquelle on dit à la femme n'a jamais raison au conseil des hommes. Une femme qui vient porter plainte à son mari, elle vient accuser, on va dire à la femme, oui, on a compris, oui, ce que tu nous as dit, on va même gronder l'âme.
Mais après, on va dire comment toi aussi tu as fait ça comme ça. Comment toi tu t'es comporté comme ça. Voilà comment tu devais faire. Voilà comment tu devais faire. C'est ça la société, ce qu'on est en train d'expliquer. Dans le cas présent, la femme qui s'obstine à vouloir travailler met en avant le défi. Tu ramènes, je vais ramener. L'homme connaît sa femme mieux que vous et moi. Ouais. Alors lorsque l'homme dit... Je ne la connais pas. Karine, on vous enlèvera la parole pour une émission si vous continuez à prendre la parole sans qu'elle ne vous soit donnée. Merci, cher Amel. On va chuter. Vraiment en 30 secondes. Non, j'ai fini. Merci. J'ai fini. Dominique Audrey, l'histoire justement du jour entre éducation de la fille et entre sauver son foyer. Quelle appréciation vous en faites ce matin, vous? Entre l'éducation de la fille et sauver son foyer, je pense qu'il est important qu'on sauve son éducation. Parce que le mariage, ça finit. L'éducation, c'est la seule chose qui va vous rester. Lorsqu'on va vous brandir une demande de divorce en vous prenant tout, au moins vous aurez eu un background, un certain bagage intellectuel qui vous permettra de rebondir. C'est ça. Aujourd'hui, malheureusement, on assiste à un partage sexué du labeur dans notre société. Un partage sexué, bien. Lié sur le genre, la femme à la maison et l'homme au travail. Un travail qui va ramener de l'argent. Adeline, comme beaucoup de femmes dans la société camerounaise, en Afrique également, sont soumises à ces violences basées sur le genre, qui font que la femme n'a pas droit à l'éducation, la femme n'a pas le droit de travailler et quelquefois même la santé également sont refusées à la femme. Mais est-ce qu'on va donc continuer dans cet environnement-là? C'est pour ça que je dis indépendance économique, indépendance financière de la femme dans la société. C'est important. Aujourd'hui, voilà une jeune femme qui allait à l'école normalement et qui a compris qu'elle pouvait également se marier. Mais malheureusement, la mauvaise mère de son mari? Oui, de son mari, estime que lorsqu'on se marie, on ne doit pas penser à l'école, on ne doit pas penser au travail. Voilà des personnes avec des mentalités rétrogrades dont on doit se départir. On ne fricote pas avec ce genre de personnes. Comment une mère... Donc je pose l'idée de Karine Sontia qui pense que cette fille s'est mariée naïve. Dans la totalité. Dans la totalité. Elle pensait que lorsque des gens... l'homme, c'est sa parole. Je le dis généralement. L'homme, c'est sa parole. Si vous prenez un engagement, vous devez vous y tenir. Donc, elle s'est dit, ok, ils ont dit qu'on va se marier et tout. Mais le mec, ce qu'il a fait, c'est qu'après l'avoir épousé, il lui a filé une grossesse. Est-ce qu'une femme qui doit aller à l'école, après le mariage, on la met enceinte? Non. Pas la première année. Pas la première année. Et surtout qu'il ne lui restait que le baccalauréat. Comment elle allait pouvoir... N'en connais-tu pas de filles qui, qui prend le chemin de l'école enceinte, même si c'est pas... Je n'ai pas dit que ça n'existe pas. Ce que je suis en train de dire, c'est que si vous venez épouser ma soeur, ma fille, moi, et que j'ai dit que je devais aller à l'école, vous me donnez le temps d'aller à l'école et de faire les enfants ensuite. La vie, elle s'organise. Ce qu'il a voulu faire, c'est prendre une fille qu'on allait mettre à la maison et qu'on allait emprisonner. C'est tout ce qu'on a voulu faire avec cette jeune femme. Et malheureusement, aujourd'hui, elle est coincée. Qu'elle accepte ce que sa famille lui a demandé, lui a proposé comme aide. Maintenant, si la famille de son mari n'est pas contente, il y a que également, elle a dit qu'elle a choisi la polygamie. Cette histoire, vraiment, je suis contre ça, dans tous les sens du terme. Mais maintenant, je respecte les personnes qui décident de s'y engager. Et je crois que le fait que votre mari soit un potentiel polygame est une raison de plus pour que vous alliez à l'école et que vous constituez vous-même votre patrimoine. Un homme qui vous traite de consommatrice ne le fera que lorsque même 100 francs vous ne ramènerez pas. C'est pour ça que je dis aux femmes tous les jours, même si vous achetez une alvéole d'œuf qui coûte 2000 francs et que vous ne vendez que ça, vous avez un capital de 2000, un homme, il va vous respecter. Cet homme-là va vous respecter parce qu'au moins, vous aurez 2000. Michel Ngachou. Oh, alors là, c'est un grand coup de gueule. Mais Mbombo se dit, il n'admet pas ça. Ouais, justement, Audrey,
Ce que vous appelez évolution aujourd'hui, en fait, c'est la rétrogradation. Ça dépend du bord. Ça dépend du bord. Ça dépend d'une seule chose que vous étudiez en sciences, l'observation. Qu'est-ce qu'on observe dans l'humanité aujourd'hui? C'est que la société rétrograde précisément parce que la femme a refusé d'assumer son rôle. Heureusement qu'il y a... Non, laissons Bambo poursuivre. De rester à la maison. Laissons Bambo poursuivre, s'il vous plaît. Karine. Allons-y, Bambo. C'est pas pour moi. Moi, je suis un retraité. Je vais bientôt mourir. Allons-y, Bambo. Heureusement qu'il y a des filles kémites. Il y a une organisation de femmes qui est allée à l'école des Blancs, mais qui est revenue assumer ce que la femme n'aurait pas dû perdre, c'est-à-dire rester derrière l'homme. Il y a des Occidentaux. Rester derrière l'homme, c'est la femme qui conçoit, c'est la femme qui impulse, c'est la femme. Nous, quand on se mariait, il y a une soixantaine d'années, on nous disait, dites toujours la femme chez qui j'habite. Mais pourquoi la femme d'aujourd'hui qui a un bac plus 22 ne comprend pas que son mari puisse lui dire la femme chez qui j'habite? C'est là le mystère et c'est ce que la femme d'aujourd'hui doit chercher à déceler. Mais vous allez à la course là. Non, il ne faut jamais dire derrière un grand homme, c'est quand un enfant, il faut dire à côté. Maintenant, vous mettez la femme à côté, elle est devant. Bon, on est déjà en dehors. On est déjà en dehors. Les femmes doivent aller à l'école. Vous n'avez pas dit non. Moi, je n'ai pas dit non. Même la Grande Royale l'a dit. Et comment elle a répondu? Elle a répondu comment? L'école où nous envoyons nos enfants perdra en eux l'essentiel de ce qu'on aime. Voilà ce qu'elle a dit. Cette femme est une très bonne femme. L'école où nous envoyons, l'école nous envoie vers la famille de son mari pour chercher à aller encore à l'école. En tout cas, elle n'avait même pas besoin parce que sa famille est capable de lui envoyer, de lui donner cet argent. Non, elle n'a pas tenu à sa famille. Elle est une très bonne femme. Elle n'a rien à voir avec les femmes qu'on nous décrit. S'il vous plaît, Dominique Audrey, on a très peu de temps pour ce sujet également. Dominique Audrey, quel conseil adresses-tu à l'homme de cette fille? Quel conseil envoies-tu en sa direction? Si j'avais connu sa mère avant qu'elle ne le mette au monde, je lui aurais demandé d'envoyer son enfant à l'école. Merci. Cet homme-là. Mais maintenant, oui, si j'avais connu sa mère. Mais maintenant, il faudrait que les hommes sortent un peu non, dis à l'Oudou. On a très peu de temps. Que les hommes sortent de cette pensée-là. Merci. C'est suivi Dominique Audrey. À vous, mesdames, messieurs qui nous regardez ce matin, merci de rester connectés quoi qu'il en soit. Et dans un instant, nous irons titiller, comme à l'accoutumée, la colère de Charlemagne. Je m'interroge ce jour sur la question du commerce de l'eau dans les rues. Nous sommes en pleine saison de coronavirus, en pleine pandémie, que l'eau de la rue se porte bien. Où puise-t-on cette eau qu'on continue à commercialiser dans les rues, les marchés et les grands carrefours de nos principales villes? Comment les conditionne-t-on? Devrait-on encore avoir confiance en ces eaux que l'on rencontre dans les rues? Aux abords des routes, on continue aisément à commercialiser de l'eau comme si de rien n'était. Taximen, bensikineurs, passants s'arrêtent, achètent, consomment sans problème. L'eau de la rue se porte bien. Dans les marchés, on a de l'eau dans une glacière avec des glaçons achetés dans la boutique du coin. Deux endroits différents. Comment même conditionne-t-on cette eau qu'on fait en glaçon? Point d'interrogation. On crie à tue-tête en ouvrant le couvercle, en utilisant le gobelet. On crie au glacé, on trempe le gobelet en criant. On sort et on continue sa sale besogne. Comment comprendre qu'avec la recrudescence des maladies hydriques, le coronavirus, l'on continue d'apercevoir encore des enfants de la rue commercialiser l'eau?
Comment comprendre que c'est chacun qui emballe comme il peut ses sachets, les manipule comme il veut et les conserve comme il peut? Comment comprendre que l'ensemble de ces eaux commercialisées portent des noms incompréhensibles? Ça se manipule n'importe comment, aucune règle d'hygiène. Est-ce que dans les mesures, on ne devrait pas penser aussi à cela comme étant le vecteur dans la transmission? Point d'interrogation. Comment comprendre que les agents du ministère en charge ne font rien? N'y a-t-il pas lieu de procéder à la délivrance des documents d'hygiène pour permettre à ces jeunes de pouvoir s'en sortir? Comment comprendre qu'Andokoti, Ndokpasi, marché New Daido, marché Mabanda, Grand Hangar, marché Bonamou Sadi, j'insiste à Bonamou Sadi, on utilise des glacières immobiles et on puise de l'eau, 25 francs, 10 francs le gobelet, et on boit, on dépose le gobelet. Quelqu'un d'autre arrive, il paye, il reboit dans le même gobelet. On dit même qu'on a versé de l'eau de Javel. Est-ce que cela a été javelisé et respecté? Débrouillardise quand tu nous tiens. Comment comprendre que l'on n'ait à proprement parler jamais fait l'inventaire des états de la société? Comment comprendre cette tolérance administrative en cette période assez difficile où tout le monde souffre? Comment comprendre ces prix fantaisistes de l'eau dans tous les cas? Hier, ça se portait bien. Ce matin encore, à l'entrée du marché New Daido, ils sont postés là, ils commercialisent leur eau. Ben Sikiner s'arrête, sortent du derrière ou dans une de leurs poches une petite bouteille vide. Charge-moi l'aussi, mets-moi de l'eau glacée, je vais travailler. Ainsi va la vie. Espérons tout simplement que les craintes de l'OMS ne vont pas se confirmer avec cette commercialisation de l'eau dans la rue. La colère de Charles Hamel ce matin, l'eau est-il devenue un danger pour les populations aujourd'hui? Il faut bien expliquer. Mbombo Mbengan, c'est un sujet assez important. L'eau, quelle analyse vous en faites, étant donné qu'on sait bien que dans les marchés, ce n'est pas anodin, on sait comment ça se commercialise cette eau dans les marchés et qui risquerait d'être un vecteur de contamination généralisée? L'eau, c'est parmi les éléments les plus essentiels de la vie. Quand je dis la vie de tout ce qui est sur notre globe terrestre, que ce soit les êtres humains, les oiseaux, les animaux, tout ce que vous voulez, les arbres, c'est l'eau qui est l'élément essentiel. L'eau qui est l'élément essentiel. Mais si on veut rester dans le cadre purement domestique, ce qui est arrivé au Cameroun, c'est pour répondre à la dernière interrogation de Charles Hamel. Non, Charles Hamel, l'OMS s'inquiète depuis le milieu des années 1990. L'OMS s'est inquiétée. C'est pour cette raison que, par rapport à la recrudescence du choléra, c'est pour cette raison que le choléra n'est jamais parti. Parce qu'on a un problème d'eau. On n'a jamais réussi à vaincre le choléra. Et cette activité de commercialisation de l'eau à l'emporte-pièce est venue, combler le déficit qui a été créé par l'État du Cameroun. La Société nationale des eaux du Cameroun, la SNEC, lorsqu'elle existait encore, les gens, il y en avait, on vendait l'eau dans les glacières, on en vendait, c'est pas la première. Mais on prenait l'eau de la SNEC, on vendait. Même en saison sèche, comme c'est le cas pour le moment. Monsieur, je me rappelle encore des sorties de monsieur Oboufégué et de le directeur général adjoint de l'époque, monsieur Kemajou, qui est aujourd'hui sénateur, je pense. Il disait toujours, non, l'eau de la SNEC est potable, même si vous voyez des fonds filtrés, parce que c'est désagréable, on leur disait, mais non, on nous a appris que l'eau doit être incolore, potable et incolore, inodore, sans saveur, mais votre eau, ils leur disaient, non, c'est les produits. Mais au moins, les gens s'en abreuvaient, mais il y avait moins de maladies. J'ai dit, moins, il y en avait quand même, parce qu'à côté, il y avait également les puits. Le problème qui est arrivé, pourquoi j'indexe l'État du Cameroun et le gouvernement, ils ont fermé, même les robinets, les bonnes fontaines de quartier n'existent plus. Donc l'eau ne coule plus, comme on dit. Mais et on est allé chercher l'eau dans n'importe où. Charles Hamel s'inquiète bien, Bonbon, sur le conditionnement de ces eaux-là. C'est tout, c'est la réglementation autour de la commercialisation de ces eaux. Ça donne froid au dos. C'est regrettable ce qui nous arrive.
Donc en réalité, le gouvernement le sait. Le gouvernement sait que, Charles Hamel nous a parlé la semaine dernière des forages. Il n'existe pas de forage au Cameroun, qu'on ne trompe pas. Il n'y a que peut-être les sociétés brassicoles. Donc l'eau des forages est potable. Le reste des forages, c'est des puits. C'est des puits aménagés auxquels on a mis des pompes, on a motorisé. Mais ce n'est pas de forage. Donc forage veut dire, on traite l'eau, on regarde la contenance et tout, la teneur en minerais, en tel, et on traite. Il n'existe pas, il n'y a que des entreprises brassicoles. Donc l'eau qu'on vend partout, les péages, au quartier, dans les marchés et tout, c'est la mort qu'on vend. Et c'est pour ça que les maladies hydriques ne cessent d'augmenter. C'est pour ça que le coronavirus, si ça arrive vraiment au Cameroun, ça va nous décimer. Parce que ça va trouver que nous avons d'abord le taux de prévalence en Namibie est tellement évolué, le taux de prévalence donc ça va réveiller tous les autres microbes, même que les anticorps commençaient à broyer, et ça viendra les réveiller et nous serons tous morts. Donc on vend la mort au Cameroun, on ne vend pas l'eau. Dominique Audrey, l'eau étant l'aliment par excellence pour le corps, quand on sait qu'il faut absolument 70% de bonne quantité d'eau dans le corps pour bien se tenir, quel est le rapport que vous faites aujourd'hui avec cette eau qui est commercialisée dans les rues et surtout même dans votre domicile propre avec l'eau camerounaise? J'épouse totalement ce que Père Mbomboka dit, parce qu'on se souvient effectivement que la semaine dernière, on évoquait la question de l'eau, des forages notamment, et on s'est tous accordés sur le fait qu'au Cameroun, on n'a pas de forage, que nous buvons pour la plupart de l'eau du puits. Et ça veut donc dire quoi? Si on essaie de faire une sorte d'analogie avec ces eaux en sachet, et qu'on sait que la société qui est censée nous donner de l'eau potable dans nos maisons ne nous en procure pas, on achète l'eau du puits dans des sachets. Malheureusement, cette eau en sachet, c'est le commun de nous tous aujourd'hui. On en retrouve dans nos écoles, on en retrouve partout dans les lieux publics, et on ne peut malheureusement pas s'en départir, parce que beaucoup vous diront l'eau minérale, ça ne coûte pas moins cher, tout le monde ne peut pas. Malheureusement, la question que les Camerounais ne se posent pas avant d'acheter cette eau-là, c'est d'où est-ce qu'elle vient. À la réponse, on peut dire qu'elle vient des puits, soit des marigots. Et comment est-ce que les conditions d'empaquetage de cette eau-là, est-ce que les conditions d'hygiène sont réunies? Je dirais non. Parce que malheureusement, il n'y a pas de contrôle sanitaire. La plupart du temps, sur Internet, on retrouve des images où vous voyez quelqu'un dans un piteux lavabo en train de remplir les sachets. Et après, malheureusement, on continue d'en boire comme si de rien n'était. Aujourd'hui, avec problème de sensibilisation, est-ce que le ministère de la Santé publique devrait également s'en saisir véritablement pour dire aux gens, faites attention à la qualité d'eau que vous buvez, vous achetez à un moment critique comme celui-ci? Nous devons avoir, en réalité, on doit avoir une sorte de réglementation autour de la commercialisation de ce produit-là, parce qu'on ne peut pas faire sans. Tout le monde ne peut pas acheter une bouteille d'eau à 300 francs. Mais maintenant, s'il y a des sociétés qui veulent véritablement vendre ces eaux en sachet, ils doivent obéir à une certaine réglementation. Donc, on peut légaliser ce secteur-là. Les Camerounais s'exposent à de nombreuses maladies. Les maladies hydriques, elles sont tellement nombreuses qu'on ne peut pas en citer. Énormément de bactéries dues à la consommation de cette eau-là. Et aujourd'hui, avec la maladie qu'on a aujourd'hui, laquelle on subit, le coronavirus, les risques sont encore plus graves, surtout quand on nous demande de laver nos mains et que la qualité de cette eau-là même est douteuse. Comment on fera? Il y a des quartiers qui sont même 1 mois qui n'ont pas d'eau. Comment on va faire à ce niveau-là? Donc, on doit d'abord commencer par nous donner de l'eau dans nos robinets, et au moins là, on sera sûr qu'on aura réduit considérablement l'accès à une mauvaise eau. Vous savez, Louis Pasteur disait que nous buvons 90% de nos maladies. Tout à fait. Avec de l'eau? Nous buvons, oui, de l'eau. Oui, très bien. Oui, parce que oui, nous buvons. On est tous conscients de ce qu'on consomme tous les jours, hein, en liquide. Je voudrais rapidement avec vous, Karine Sontia, m'interroger également, un tout petit peu comme Charles Hamel le fait, en regardant nos frères, nos sœurs, nos Camerounais, les compatriotes de l'extrême nord et du nord globalement, qui de ce côté souffrent en permanence d'eau, et faire justement le lien avec la colère de Charles Hamel de ce matin. Quelle appréciation vous en faites, vous? Alors, l'appréciation que je fais, c'est que nous, dans les grandes villes, on est beaucoup chanceux.
parce qu'on peut au moins avoir ces eaux en sachet ou mal empaquetées ou mal, je ne sais pas trop, mais dans l'extrême nord, je ne pense pas qu'ils en trouvent. Parce qu'il faut d'abord avoir un forage qui va permettre d'alimenter ces eaux-là, ces entreprises qui fabriquent ces eaux qui sont aujourd'hui de qualité douteuse pour nous. C'est par rapport à l'incapacité de l'État du Cameroun à pouvoir fournir de l'eau en permanence à ses citoyens qu'en vers les années 1990, la libéralisation du secteur de l'eau a été faite. C'est justement parce que l'État n'a pas pu et que les entreprises privées sont venues prêter main forte à l'État du Cameroun. Sauf que dans cette main forte-là, est né des effets pervers de la distribution de l'eau. C'est-à-dire que des entreprises qui sont nées de n'importe où, qui sont nées n'importe comment, sans respecter les réglementations, qui chaque jour sont interdites de fonctionner. Dans le Fundi, en 2011, on a interdit le fonctionnement de certaines entreprises qui fabriquaient de l'eau en sachet, mais aujourd'hui elles existent toujours, même dans la région du littoral. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a une faiblesse dans la répression, dans le suivi, où on devait même s'inquiéter par rapport à l'agence la Nord qui fait un travail de réglementation tout le secteur? Si on veut, puisqu'on est déjà à l'étape des conséquences, mais chaque État se prépare en fonction de ce qu'il attend. C'est pourquoi on dit qu'il faut un plan. Il faut un plan de développement qui nous permet à nous de dire dans 5 ans, on s'attend à ce que les Camerounais aient tel centilitre ou tel millilitre d'eau par jour pour leur consommation, par exemple. Potable. Parce qu'on ne l'a pas. On ne sait pas combien de quantité d'eau les Camerounais boivent par jour et où est-ce qu'ils trouvent cette eau-là. Je vous rappelle qu'à une époque, il y avait la pompe. Le phénomène de la pompe, dans tous les carrefours de certains quartiers qui avaient des difficultés à avoir de l'eau potable, il y avait de la pompe. Il y avait des bonnes fontaines. Si vous appelez ça comme ça, nous on appelle la pompe. Parce qu'il y a un célèbre quartier. On les a rendues payantes à un moment donné. Oui, et après elles ont disparu. Il y a un célèbre quartier à Yaoundé qui s'appelle Bonnefontaine et Mana, donc qui jouit justement d'une belle appellation grâce à sa Bonnefontaine. Car ils sont peu chutés. Même dans les entreprises, c'est qui m'écoeure encore, c'est que même les entreprises citoyennes qui nous donnent de l'eau de forage au quotidien permettent aussi que ces eaux de forage soient commercialisées à côté par des vendeurs qui utilisent des emballages de ces mêmes entreprises pour les revendre comme si c'était de l'eau minérale. Ça veut dire qu'il y a même des empaquetages frauduleux. C'est ce que tu veux savoir. C'est ça? Oui, justement. Merci. Alors, Charles Hamel, au regard justement de ce problème phénoménal avec le conditionnement, la vente non réglementée, je m'ai envie de dire la qualité de l'eau en lui-même pose un problème au Cameroun. Et pour renchérir, comme le disait Pasteur également, nous consommons 90% de nos maladies. Finalement, le Cameroun est malade. Lorsqu'on a vécu dans un pays où on disait quoi va me faire, débrouillons-nous. Nous sommes à l'ère de la débrouillardise. Le coronavirus va venir amener les Camerounais à beaucoup de choses. Va ramener à la réalité de beaucoup de choses. Nous avons fonctionné dans le désordre. Quand on ne sait pas combien nous sommes, c'est-à-dire qui on soigne. Nous sommes combien au Cameroun? Les recensements généraux ont déjà donné combien? Nous sommes combien? On n'a pas encore les chiffres officiels jusqu'à présent. Je dis non, voilà. Quand on ne sait pas combien nous sommes, qui on soigne, qui on éduque, qui on nourrit, de 1994. On arrive à ça. Ouais. Maintenant, vous dites? On a des anciens chiffres. Non, le tout dernier recensement, c'est un devoir, pas encore les c'est une obligation pour chaque État de rendre compte du nombre de la population. En fonction de ça, on prévoit, on gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Il faut bien évidemment prévoir. Et on ne prévoit pas. Lorsque vous vous rendez compte, aujourd'hui, dans nos différents quartiers, que vous avez encore des gens qui vont au cafétéria et qu'on serve l'eau après avoir fait le sauté, 2 œufs spaghettis, je sais pas moi, l'avocat par là, et après on dit non, à qui demande de l'eau, on prend l'eau, on verse dans un gobelet, on boit et qu'on passe. Vous n'êtes pas un habitué. Première question. Deuxième question, lorsque vous voyez des gens qui tiennent une brouette avec une grosse glacière où on pousse avec un gros fût, à l'intérieur il y a de l'eau et qu'on envoie à la main, on prend le gobelet, on sert. Il prend un gobelet qui appartient au vendeur. Mais c'est grave. Le ministère de la Santé est interpellé. 1 minute, Charles Hamel.
Allons-y. Le ministère de la Santé est interpellé. Les différentes structures sont interpellées. Mais le commerce de l'eau se porte bien. Je dis, allez à l'entrée du marché Noudaido, vous allez vous rendre compte. Allez au marché central. Allez, lorsque l'eau finit, il court, il va le puiser. Vous avez des gens qui vendent de l'eau, ils payent des glaçons. Des glaçons qu'ils prennent, ils jettent à l'intérieur de l'eau. L'eau peut être bonne, mais les glaçons ont été conditionnés comment? C'est quel type de glaçons qu'on a mis? Voilà ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. La commercialisation de l'eau devrait être l'un des premiers facteurs qu'on devait arrêter. On devait commencer par dire, voici les différentes choses qu'on ne veut plus retrouver. La vente de l'eau, les pains chargés à en route. C'est parti des écoles, mais c'est dans les quartiers. Les ventes des pains... Oui, monsieur. À quelque chose, malheur est bon? Oui, je vous ai dit ici là que la douleur approche de Dieu. S'il n'y avait pas la douleur, on allait dire à Dieu, fous-moi le camp. La douleur est bonne. Quand vous êtes malade, vous vous souvenez qu'il y a un Dieu. Les gens disent, je ne vais pas mourir. Oui, c'est important. Donc, je dis, on se retrouve à cette situation. C'est assez grave. Je vous assure, grave. Vous avez des benzikineurs, vous le voyez avec un gobelet, une bouteille. Tu as pris. Est-ce qu'ils en sont conscients, Charles Hamel? Est-ce qu'on ne peut pas dire également que, au-delà de tout ce que vous décriez, il y a un réel problème d'éducation des masses autour de la question de l'eau? À l'heure où on parle de coronavirus en Europe, lorsque vous ne respectez pas le principe de distanciation, vous êtes amendé, vous êtes frappé. Lorsque vous ne respectez pas l'ensemble, disons, de toutes les prescriptions, vous êtes amendé, vous êtes frappé. Mais au Cameroun, on a pris des mesures. Mais on vous dit, Mbambok et moi sur ce plateau, que ça sera difficile qu'on réussisse à contenir le coronavirus pour la simple raison qu'on a vécu dans la tolérance administrative. On a une tolérance globale. Aujourd'hui, c'est un... Mais je vous dis, c'est un laisser-faire. N'allons pas très loin. Ici à Mobile Monaco, moi, vous avez des femmes qui vendent le pain chargé avec de l'eau, qui se retrouvent... Il faut une communication agressive. Limitez-vous à ça. Mais l'eau, la commercialisation de l'eau, elle devait être interdite. Très bien. Et en passant, Bobo parlait des quartiers qui sont dans... qui n'ont pas d'eau. Mais pendant n'a pas d'eau depuis 6 jours. 6 jours. Depuis 6 jours qu'un quartier... 3 mois. Ben, il y en a... on n'ira pas loin parce que vraiment, nous croyons que le Cameroun est malade. Il faut absolument qu'il y ait des mesures bien pensées pour sortir le Cameroun de sa maladie, surtout de son absence d'eau. Madame, monsieur, vous faites bien de rester sur les antennes d'Equinox Télévision. C'est 10-12, le Zénith, et ça se poursuit dans un instant. Il y a quelques années après le décès de Johnny Hallyday, le chef de l'État français à la télévision intervient rapidement et déclare « La France vient de perdre une icône ». On s'interroge encore sur la présence justement de notre chef de l'État. On a vu des tweets hier, on a vu des sorties hier qui ont embarrassé plein de Camerounais. On s'attendait également à ce que le chef de l'État vienne nous dire que le Cameroun aussi vient de perdre un bras, vient de perdre un fils, vient de perdre une aile. Comment renaître? En tout cas, nous restons encore choqués. Nous restons encore dans la douleur du départ de Manu Dibango et on s'interroge énormément. Madame, monsieur, bienvenue à tous pour ce deuxième, on va dire, ce deuxième carton qu'on passera sur ce plateau. Karine Santi, avec vous rapidement, on ira relire effectivement les messages que nos téléspectateurs ne cessent de nous envoyer. Alors, je suis commerciale dans une entreprise d'eau en sachet de la place et on a plusieurs concurrents qui ne dépensent juste que l'argent des sachets et ramassent de l'eau n'importe où pour charger, marquer un nom dessus et commercialiser comme il veut sous la couverture d'une gendarmerie ou un commissariat de la place où il monnaie pour se couvrir. Talom Yannick, Dorpas C3. Voilà quand même un vendeur qui reconnaît qu'il y a des insuffisances dans le secteur. C'est spécial. L'école est dangereuse pour la femme. Ces paroles sont fort évocatrices. La société africaine est une société qui a toujours prôné l'exploitation de la femme et son analphabétisme en a été longtemps l'arme principale. Adeline, tu dois peser de tout ton poids, faire pression sur ta propre famille afin que tu puisses retourner à l'école. Tu fais déjà le bonheur de ton mari, tu dois aussi penser à toi. Henri Michel Chan. Vous permettez en une seconde, non. On ne peut pas permettre ça, chers téléspectateurs. Vous ne connaissez pas, je vous envoie tout de suite, tapez sur n'importe quel moteur de recherche la charte de Cancan de 1222. Vous verrez l'article 14. La charte de Cancan. Très bien. De 1922. Vous verrez ça au moins comment la femme était traitée. Est-ce
qu'elle doit aller à l'école? Je crois que c'est ça la question. Oui, il y a l'école. L'université de Tombouctou. Ce n'est pas les Occidentaux qui l'ont créé. Ok, si la Et femme il n'y doit aller à avait pas, l'école, non, Sauf ce que n'est pas là. l'orientation dans Le problème, c'est l'éducation dans que. cette université était précise. Voilà, c'est que vous ne savez pas. L'école des Blancs que nous avons aujourd'hui tue, y compris là-bas. Est-ce que ne pensez pas que lorsque les Simone Veil ont commencé leur combat, ce n'est pas pour nous. Nous, on était en avance. C'est la tradition judéo-chrétienne qui met la femme comme esclave. Ce n'est pas l'Afrique. Je vous en prie. Je vous en prie. C'est la tradition judéo-chrétienne et musulmane. C'est les églises abrahamiques. Ce n'est pas la tradition africaine. Quand même. Merci. Ou je vous envoie un autre moteur de recherche. Lequel, Mbombo? Cliquez tout de suite, même sur Google. Le statut de la femme dans les sociétés dites primitives, vous verrez. Et le statut de la femme dans les sociétés dites modernes. Vous verrez que dans les sociétés dites modernes, la femme est un esclave. Par rapport aux sociétés que vous dites primitives. Ne dites plus jamais des choses pareilles. Et on même encore, j'ajoute de l'eau à votre moulin en disant que tous ceux qui sont arrivés, c'est toujours les femmes qui ont pris la parole les premières, c'est pas l'homme. Tous ceux en termes de colonisateurs, tous ceux explorateurs, c'est la femme qui a créé. Regardez, toutes les bandes dessinées africaines, les Kouakou, tous ceux qui avaient vu, vous voyez toujours, on trouvait la femme au marigot, on trouvait la femme qui revenait de l'eau. Observez, c'est toujours la femme qui est devant. Regardez toutes ces bandes dessinées. Mais je suis désolé qu'aujourd'hui, c'est choquant à la limite. Non, c'est choquant et c'est énervant. Que vous soyez au 21e siècle, vous ne savez pas quelle est l'histoire de votre pays. Vous commencez à... Non, on se fâche pas, on est là également pour faire ce que vous venez de faire, donner des orientations de recherche en même temps, ce qui permettra à ceux-là qui pensent... Non, c'est énervant. Oui, on peut comprendre, mais on ne se fâche pas. Dominique Audrey. Oui, il faudrait qu'on sache que être une femme à la maison n'empêche pas qu'on puisse avoir une carrière, avoir une vie professionnelle. Ce n'est pas incompatible. La femme peut faire le ménage, faire les enfants, blablabla, bla, bla, tout ce que vous voulez, mais ne l'empêchez pas d'aller à l'école, ne l'empêchez pas d'avoir une vie en dehors de vous. On ne l'empêche pas. Nos mamans ont fréquenté autant que nos papas. Il y en a même des familles qui ont été les deux enseignantes. Non, c'est justement votre comportement malsain. Parce que l'Occident vous a mis en dedans, il faut rivaliser l'homme. Et vous avez tout mis dans la même place sans savoir. C'est ça, non, attendez. C'est vous, non, c'est les femmes africaines qui échouent. Non, je n'aime pas ces clichés. Justement, c'est des clichés dégradants qui n'ont rien à voir avec la... Oui, mais justement... Et parce que mes deux filles ici, je vais commencer aussi, ils répètent ça tous les jours. Très bien. C'est pas bon. En fait, c'est comme ça qu'on le ressent. Non, vous ne ressentez rien. Apprenez. Allez lire. Je ne lirai pas parce que la vie n'est pas dans les livres. Dominique Audrey, c'est vrai, nous sommes sur un plateau de télévision. Nous sommes vraiment en Afrique. Et puis on peut bien parler, mais on est avec nos parents aussi sur ce plateau, parce que bon, c'est un parent, quoi qu'il en soit, et on ne parle pas quand son père parle. C'est ça aussi l'Afrique. Donc, laissons papa parler. Quand il aura fini, maintenant, on pourra donner la parole à la fille qui donne son point de vue. Charles Hamel, on poursuit. Alors, je voulais dire, monsieur Michel Ngachou, que la famille de la femme ne suggère pas. La famille de la femme n'impose pas, ne décide pas. Elle collabore avec la nouvelle famille de la fille. Alors qu'on dit que pèse, va prendre ton argent. Tu sors de chez moi, comment pour aller t'inscrire à l'école? Bonne question. C'est obligé qu'elle reste. Ça, voilà. Voilà. C'est obligé qu'elle reste. Le mariage est fini. Et elle devient quoi? Vous voyez, je vous ai dit, vous cherchez une partenaire, mais c'est une adversaire. On va poursuivre. Et on vit dans le conflit permanent dans les foyers où la femme dit à son mari, tu fais, je fais, tu fais. C'est cette égalité. Dominique Audrey, c'est la raison, on a 470 demandes de divorce là. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Charles Hamel. On poursuit la lecture des messages. Concernant l'histoire du jour, la jeune fille de nos jours dans la société africaine, ce n'est pas le cursus scolaire, c'est l'éducation et l'apprentissage des règles du mariage. Une femme qui a reçu une réelle éducation au mariage et qui a un certain cursus scolaire avancé est un plus pour le foyer. Tony Frank Damchouat qui nous a écrit ce matin concernant l'histoire du jour, Wilfried Kodia, je dirais c'est la plus
plupart des femmes, c'est vrai que la plupart des femmes qui sont tellement instruites finissent leur vie seules. L'école est bien, mais la sagesse est mieux. Concernant cette colère, nous à Yaoundé, dans mon quartier, on est à 5 jours sans eau. Comment ne pas se rouer vers ces vendeurs ambulants d'eau? Kamwater est la malédiction de ce pays. Le Camerounais a le choix, soit mourir de soif ou de s'assoupir là où il y a de l'eau, de la mort, mais qui représente la vie pour eux. Ce qui est marrant est que ces DG de Kamwater ont des forages chez eux. Quelle ironie. Je comprends pourquoi ils ont peur d'un confinement total. Ils craignent un soulèvement. Assez compliqué. Bon, autre message, rapidement. Oui, je me rappelle celui sur la qualité des forages au Cameroun. Ce sujet me rappelle celui sur la qualité des forages au Cameroun. Même l'eau de Kamwater fait peur. On nous demande de nous laver les mains avec quelle eau? On a tellement clochardisé les Camerounais que de nos jours, même boire de l'eau de mauvaise qualité est devenu normal. Soit on n'a pas d'eau, soit on l'a, mais de très mauvaise qualité. Mais les factures arrivent chaque fin de mois. Ceux qui commercialisent ces sachets d'eau payent les impôts et taxes. Est-ce que ces sachets d'eau-là sont biodégradables? On nous dit de ne pas manger la bouffe conservée dans les plastiques, mais on valide qu'on consomme de l'eau contenue dans les sachets. Donc, en gros, les gens payent les taxes pour nous tuer et l'État encaisse ça. J'espère que le ministère de l'eau et de l'énergie ne s'en prendra pas, vous. Tony Franda. C'est le ministère de l'Environnement qui doit s'en occuper. Au Burkina Faso, vous devez présenter 3 types d'examens pour commercialiser de l'eau. Vous devez présenter la tuberculose, l'examen de la tuberculose qui atteste que vous n'avez pas de tuberculose, l'hépatite, vous devez faire des examens, et ça c'est tous les 3 mois. Qui doit le faire, le vendeur? Le vendeur, celui qui commercialise. Le distributeur doit faire tous ces différents. Donc il marche avec, lorsqu'on l'interpelle, il doit présenter, et il a des cache-nez et des gants. Comme des tests d'identité. Ici on délivre des certificats médicaux, on ne voit même sans même consultation médicale. Voilà. Là-bas, c'est une obligation absolue de le faire pour pouvoir commercialiser. Et tout argent a le droit de vous interpeller en demandant de présenter. Ça devait être à jour. À défaut de ça, vous avez une incarcération de 6 mois. Oui. Ça avait commencé avec Thomas Sankara, avec les restaurants populaires. Oui, c'est qu'on appelle le foléré, qu'ils appelaient les jus des œils. C'était comme ça. Et c'était, j'allais dire, un demi-litre à 100 francs à l'époque. Donc, il fallait être bien portant. Et c'est pour ça qu'il avait signé une convention avec l'État cubain. Parce que les médecins burkinabés se formaient à Cuba. Et vous avez d'ailleurs vu, les Cubains sont venus soigner les Italiens dernièrement. Mais bon. Et bien des Noirs. Et tous sont des Noirs. Et sans masque. Et sans masque. Oui, sans masque. Les Cubains? Oui, des Cubains uniquement qui sont allés soigner les Italiens. Le coronavirus. Oui, à la descente de l'avion et surtout au niveau de l'aéroport, les Italiens sont levés et ont applaudi leur arrivée. Et il est très important de dire aujourd'hui que l'Italie connaît déjà des personnes qui sont guéries de coronavirus depuis l'arrivée de ces Cubains et surtout depuis l'aide, on dira, russe. Et l'arrivée de la Chine également. Je crois qu'il faudrait que cette pandémie permette au gouvernement de se rattraper sur beaucoup de choses qu'ils ont laissé aller. Et aux États-Unis en voie de développement, parce que le Cuba aussi, c'est un pays en voie de développement. C'est pas Cuba a une avance médicale, le Cuba a une avance médicale plus longue que les États-Unis. Très avancé. On ne peut pas comparer Cuba en termes de médecine. Le cancer aujourd'hui, on n'en parle pas assez là-bas. Pour revenir, restons dans le sujet, madame, monsieur. Dominique Audrey, juste une petite virgule. Quelle analyse fais-tu de la déclaration de cet internaute qui nous a laissé son message encore sur l'eau? C'est le quotidien de tous les Camerounais. Malheureusement, on est confronté à ça. Vous parlez de celui qui vend également ou bien? Non, celui qui parlait des DG, qui ont des forages à la maison, qui s'en sortent bien, qui ont peur du confinement. Il ne dit que ce qu'on sait tous. Et eux-mêmes n'ont pas confiance à l'eau qu'ils donnent aux populations. Oui, justement, ils savent quels sont les procédés. Ils savent comment sont les contenants de ces eaux. Puisque nous, à la maison, lorsqu'on ouvre, c'est la boue qui sort des robinets. Donc, ils savent
textuellement ce qui se passe sur le terrain. Conséquence, vous ne les verrez jamais utiliser de cette eau. Si ce n'est pour laver les vêtements, laver le sol, même se laver, je doute fort qu'ils utilisent cette eau pour cela. Je pense que les efforts qui sont faits pour ajouter de l'eau sont aujourd'hui, l'État peut demander à toutes ces entreprises qui commercialisent de manière réglementaire ces eaux de baisser la bouteille. De baisser littéralement la bouteille d'eau, on va à 100 francs ou 150 la bouteille d'eau, qu'on baisse. Parce qu'il demande de payer plus d'impôts. Il y a des structures aujourd'hui qui se battent. Telle structure a donné 150 millions, telle structure a donné 100 millions. L'État peut dire, non, l'impact, le coronavirus va toucher tout. On dit, bon, on va se la baisser, mais on vend la bouteille d'eau à 150 francs. Celle qui est à 100 francs va à 50 francs, celle qui est à 50 francs. On s'arrange à trouver. Mais une eau de qualité, Charles. Une eau de qualité. Oui. Parce que le tout n'est pas de dire qu'il faut baisser et qu'à un moment donné, que l'on se rende compte qu'il y a... Oui, non, la qualité doit être... Il faut avoir une eau de qualité. Si vous avez écouté... Et maintenant, à un prix raisonnable. Si vous avez écouté tous ces médecins qui passent sur les différents plateaux d'Equinox, ils recommandent une seule chose. Lorsque vous avez une grippe, l'hydratation. Automatique, vous devez vous hydrater. J'en suivais encore hier à Equinox. Vous devez vous hydrater. Mais vous vous hydratez avec quoi? Si vous avez un système immunitaire déjà faible, c'est cette eau-là que vous allez consommer. Mais je pense qu'il faudrait... C'est par là qu'on devrait passer en disant, ben vous aussi les gars, baissez la qualité d'eau. Baissez le prix de l'eau à 150 francs, 100 francs. Le coronavirus, je pense, on ne l'adopte pas, mais fera réfléchir plein de Camerounais à sa sortie. Tout de suite, madame, je suis avec vous, et surtout Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux. Alors, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, 3 sujets nous intéressent aujourd'hui. On parle d'abord de cette information concernant la ville de Buea après ces 2 cas de Covid-19 détectés dans la ville. On nous parle ce matin, on a reçu sur les réseaux sociaux des vidéos d'une vague de boue descendue tout droit du mont Cameroun. Alors, qu'est-ce qui s'est passé précisément? Il s'agit là d'une pluie, à la suite d'une pluie qui n'a même pas été grave, qui n'a même pas été torrentielle selon nos informations, mais qui a causé ces dégâts-là, cet écoulement de boue et d'eau a causé des destructions de plusieurs domiciles et beaucoup de personnes aujourd'hui à Buea se demandent ce qu'il en sera si la véritable saison arrive. Mais déjà, pour la bonne précision, tout se dit que cette boue serait partie du mont Cameroun et fait justement ça couler et aurait bien évidemment détruit plein de maisons là-bas. Mais comment expliquer que ça vient du mont Cameroun? Est-ce que le mont sera encore fâché, Mbombok? Oui, le mont est fâché, on le sait. La dernière fois que le mont s'est vraiment fâché, je pense que c'était en mars, avril et mai 1999. Où sommes encore le l'avertissement. Cher ami, nous avons tourné le dos à Dieu. Quand on tourne le dos à Dieu, on attend des conséquences fâcheuses. Tout va vous lâcher. Vous aurez l'impression que la terre et le ciel s'écroulent. Et c'est ce qui risque d'arriver au Cameroun. Donc nos malheurs vont arriver presque au même moment. Presque au même moment. On n'avait pas terminé avec Boko Haram. On a la crise anglophone. D'abord, on a une crise encore humanitaire qu'on cache dans le Grand Nord. Et après, encore une autre crise humanitaire peut encore venir de cette crise dans le Nord-Ouest. Et le mont Cameroun qui vous dit, et l'eau donc décrit Charles Lamel, les marchés et tout, le choléra. Donc, les élections qui sont mal organisées et tout. Donc, à un moment donné, la nature va nous ramener à notre, je veux dire, va nous présenter la photographie réelle. Voilà, va nous présenter la photographie réelle de notre situation en vous disant, vous avez eu l'occasion de traiter les problèmes étape par étape, palier par palier, vous ne l'avez pas voulu. Maintenant, ça arrive. Le monde est fâché. Les ancêtres sont fâchés. 99, les dernières éruptions du mont Cameroun, les volcanologues camerounais, les géologues, tous ceux qui font les sciences de la terre, ils savent. Ils savent que les choses se préparent sous le mont Cameroun. Ils savent même, sauf que ces rapports ne sont pas rendus publics. Mais on sait très bien ce qui pourrait arriver en cas de ceci, en cas de cela, et même l'évolution volcanique qui est, on sait. Et deuxième chose, lorsqu'on parle de la Damawa comme le château d'eau de Cameroun, l'eau vient d'où? Le cours d'eau qu'on vient ici, ça vient de mont. Donc, le mont Cameroun, il y a une eau d'ailleurs ici,
qu'on dirait, qui avait pour, bon, qu'on ne citerait pas, dont on puisait là-bas, qui avait ce slogan. Voilà. Donc, Cameroun. Donc, c'est là, d'abord, le monde, c'est une source d'eau. C'est-à-dire, beaucoup d'eau prennent leur source au mont Cameroun. Donc, ça veut dire qu'en dehors du volcan que nous connaissons tous, il y a beaucoup de sources, beaucoup d'eau prennent leur source au mont Cameroun. Et il y a une nappe phréatique assez considérable dans le mont Cameroun. Et c'est cette nappe qui, selon que le volcan est sur ça et les saisons, va se constituer en, comment vous appelez ça, en matériaux de sous-sol, en or, en diamant, en pétrole, en ceci. Il y a beaucoup de minéraux qui se forment par rapport au fur et à mesure que les années passent. Et ces minéraux donc peuvent se transformer et ressortir sous forme de l'eau, comme c'est arrivé là. Donc il n'y a rien de, j'allais dire, de magique, mais sauf que pour commander la nature, il faut lui obéir. Et il faut faire confiance aux ancêtres. Oui, mais absolument. Absolument. Parce que quand vous enterrez quelqu'un, vous dites souvent quoi? Que la terre de nos ancêtres vous soit légère. Et c'est cette terre que nous agressons. Merci. Chaque fois. Charles Hamel, heureusement qu'il n'y a pas eu de victimes, j'allais dire de mais puisqu'on casse les maisons, parce que les vies humaines ne sont pas... Il n'y a pas eu de mort enregistrée, mais les maisons sont cassées. Je pense que... Il y a eu des dégâts, bon. Voilà. Si on avait des géologues qui aujourd'hui sont au ministère de la Jeunesse, sont au ministère des Sports. Des géologues si au ministère de la Jeunesse. Là avaient été mis, qui sont au ministère du Commerce, on a plein de géologues au ministère du Commerce, d'autres au Sénat, à l'Assemblée qui écument. Si on les avait véritablement confrontés au suivi des différents lacs de ce pays et de différents monts, je crois, de suivre l'activité, je crois que beaucoup de choses auraient changé. Si on les avait mis dans les stations météorologiques pour essayer de travailler, accompagner ceux qui travaillent au niveau de la climatologie, je crois qu'il y a beaucoup de choses. Le mont Cameroun est un mont en activité. Oui, c'est pas un moment. Demandez donc à madame qui a parlé avant-hier, madame du ministère de la Recherche scientifique. C'est un domaine qui la concerne. Nous avons un monde qui est en activité. Malheureusement, pour ceux qui sont allés à Boya il n'y a pas longtemps, on ressent dans la nuit. Vous avez des secousses dans la nuit, vous avez des bruits que vous suivez. On vous dit c'est comme ça que le mont est en train de faire. À tout moment, le mont peut exploser. Mais comme on a un ministère, on a une succession de ministères qui ne font pas leur travail, vous allez vous rendre compte que l'urbanisation dans le secteur de Boya est abandonnée. Les gens construisent déjà au pied, sur le pied du mont. Construction du pied, en construisant sur le pied du mont, il y a ce qu'on fait, on détourne certains cours d'eau, on bloque certaines zones où les différentes infiltrations, on agresse véritablement la nature. Vous savez que toutes les montagnes, le mont Cameroun, vous vous rendez compte, le mont Cameroun a des galeries, tous les monts ont des galeries souterraines. Il y a des galeries souterraines, il y a de l'eau. Je vous prends une zone comme Bangam qui est à côté de Batié, c'est Bangam qui alimente tous les hauts plateaux en eau. Tous les hauts plateaux en eau, vous allez vous rendre compte que les chutes, les plus beaux ruisseaux, tout ça descend de la colline. Lorsque vous avez réussi, parce qu'il y a eu un mouvement qui a dû bloquer certaines galeries, il y a une rétention d'eau. Et l'eau est l'élément le plus doux mais le plus violent. L'eau a su être calme, patienter, et lorsque l'eau a trouvé une paroi où il pouvait s'échapper, vous pouvez donc voir cela, c'est plusieurs pluies, c'est pas une seule, c'est plusieurs pluies. Ça, c'est les pluies de moins 3, 4, 5, 6 ans, hein. C'est pas seulement une seule pluie, c'est plusieurs pluies. C'est pas une seule pluie. Quand on vous dit seulement la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est pas une. Donc, ça atteint un niveau, il y a une. Dominique, Audrey, quand on regarde ces constructions anarchiques au pied du mont, devrait-on rapidement appeler ici la ministre de l'Habitat? C'est vous qui dites que c'est anarchique. Certainement, les propriétaires vont vous montrer l'autorisation pour construire à ces endroits-là. Certainement, ils vous montreront. Peut-être également, ce sera l'occasion pour elles de libérer ces personnes, mais je ne pense pas que ces personnes soient véritablement au pied du mont. Parce que les habitations qui sont au pied du mont, j'en connais quelques-unes, sont vraiment très proches. Et derrière les maisons, on peut déjà voir le mont. Ces coulées de boue, sur le plan scientifique, peuvent arriver simplement à une seule pluie. En une seule pluie, on peut observer ce phénomène. Ça s'explique comment? Il y a des périodes où, dans certaines régions, il y a tellement de sécheresse
tellement d'aridité du sol que lorsque les premières pluies arrivent, elles ne s'infiltrent pas dans le sol et continuent à couler. Coulent simplement en dévalant avec la boue et des pierres et tout ce qu'on peut observer. Ce phénomène, sur le plan scientifique, n'est pas prévisible. On ne peut pas prévoir ce genre de situation. On va peut-être dire qu'il faut donc faire confiance aux scientifiques. Pardon? Il faut donc faire confiance aux scientifiques qui vont faire des études là-dessus et nous donneront des résultats probants. Je ne sais pas si... Je ne sais pas, on peut pas... On peut prévoir des coulées de boue. On peut vous dire, si on étudie la météorologie, si on en a beaucoup, les gens des sciences de la Terre, on sait. La vitesse du vent, on prévoit les navettes Katarina. Aux États-Unis, au moins 6 mois avant, les tempêtes, tout ça. Si vous dites qu'on peut prévoir une coulée de boue, ça veut dire qu'on peut prévoir un glissement des terrains qui fonctionne dans la quasi-similarité. Oui, je ne pense pas, du moins pour moi, je ne pense pas qu'on puisse véritablement prévoir ce genre d'événement hydraulique. On ne peut pas. Donc maintenant, les scientifiques doivent pouvoir étudier ce phénomène parce que ça pourrait éventuellement se reproduire dans les jours à venir s'il y a d'autres pluies. Donc maintenant, on devrait essayer de déguerpir les personnes qui vivent autour. Monsieur Michel, vivement que parce qu'on peut avoir des personnes qui meurent. En 30 secondes, 30 secondes, oui, parce que j'ai essayé de discuter avec des personnes qui sont abouillées en disant que même lorsqu'il y a de simples pluies, ils n'ont pas ce type de coulée. Même d'eau, c'est-à-dire comme on dit en termes de ruissellement d'eau, les ruissellements, ils n'ont pas ce type. Donc c'est la toute première fois qu'ils ont cela. Il y a eu cela, on a connu ce cas avant la dernière éruption, avant par l'Embabok, on a eu ce cas. Donc est-ce que c'est en train d'annoncer? Je crois que les géologues devraient... C'est des signes annonciateurs certainement, mais il faut bien étudier. Sortir leur cahier. Je vous dis qu'il y a des bruits, pour ceux qui sont là-bas, ils parlent des bruits qu'émet le mont Cameroun. En permanence. Il se permet, il va entrer en activité. Ce phénomène est visible dans les endroits où il y a des pentes. On va poursuivre. Karine Santia. Alors, deuxième sujet, on parle des hommages rendus à l'artiste international camerounais Manu Dibango. Tel que je le disais, voilà, on voit par exemple les tweets des artistes tels que Youssou N'Dour, ex-ministre de la Culture sénégalaise. Quand Youssou N'Dour aborde des sujets, il faut l'écouter sérieusement. Des personnes comme Youssou N'Dour, on en a beaucoup. Ça, ce sont des paroles de Manu Dibango, reprises hier sur son mur par Youssou N'Dour. Et puis Richard Bona, qui a repris un poème en langue douala, Jekila Njamba Inono, voilà, que je vous invite aussi à aller suivre. On a plusieurs artistes africains qui ont réagi, tels que Angélique Kidjo aussi, qui a parlé de lui en tant que l'authentique géant de la musique africaine, une personne si belle et si forte. Ils sont nombreux, ces artistes de l'Afrique. Hommage au grand monsieur Papa Manu Dibango qui vient de nous quitter. Ça, c'est Werason sur sa page officielle. Koffi Olomide aussi en a fait une publication, mais la publication qui nous intéresse et qui interpelle la toile depuis hier, c'est la publication du président de la République. J'ai appris avec tristesse le décès de monsieur Emmanuel Njoké Dibango. Mon épouse et moi-même tenons en cette douloureuse circonstance à adresser nos sincères condoléances à sa famille ainsi qu'à la communauté Sawa qu'il aimait particulièrement. La question que tout le monde se pose, pourquoi cette précision? Étant donné que Manu Dibango était un citoyen du monde, Manu Dibango n'appartenait presque pas seulement à la communauté Sawa, Manu Dibango était un artiste planétaire. Quelle appréciation faites-vous, Mbombo? Non, ça c'est pour nous. Mais pour le politique qui gère, c'est que Manu Dibango est Sawa. Pour le moment, vous ne voulez pas savoir. Quelqu'un vous dit ce qu'il pense de ce qui se passe, vous dites qu'il ne doit pas penser. C'est sa manière. Et Manu Dibango... D'aucuns pensent que c'est rentré dans le tribalisme en même temps. C'est leur problème à eux. On dit souvent au digne fils la patrie reconnaissante. Le Cameroun n'a pas reconnu Manu Dibango comme un digne fils. Comment vous voulez que le chef de l'État le considère comme un Camerounais valeureux, un ambassadeur des arts? Il ne peut pas. N'oublions pas que Manu Dibango, récemment encore, lorsqu'on fait appel à lui pour vos problèmes de droits d'auteur, et comment on l'a traité, et pour un problème, j'allais dire, parce que non, il faut dire les choses comme elles sont aussi, hein, peut-être parce qu'il ne faut pas être dans les polémiques. Manu Dibango vient d'être désigné PCA de la Cameroun Music Corporation.
le ministre d'État en charge de la culture, Ferdinand Oyono, refuse de lui donner de l'argent pour organiser les artistes au Cameroun, Mendoza se permet, en tant que directeur général de la CRTV, de lui donner un émolument par rapport à ce que la CRTV aurait pu donner, ça il faut le dire. Manu Dibango, avec son équipe, se permet de prendre un siège pour organiser les travaux. J'ai dit bien l'argent débloqué par Gervais Mendoza. La CRTV, parce qu'en même temps, il faut non, parce que les droits d'auteur qui sont censés être reversés. Le président Paul Biya personnalisé, il faut donc personnaliser. Oui. Puisque lorsque le directeur général de la CRTV le fait, c'est contre l'avis même de PCA. Mais il dit non, moi je détiens l'argent des artistes, il faut bien que les artistes que je leur donne. Maintenant, cet argent arrive, Manu Dibango n'est pas là. Il est en train de partir. Précisons que... Il est en train de partir. Il laisse donc l'opportunité définie avec le conseil d'administration comment cet argent doit être géré. Et le problème est que cet argent, les problèmes commencent. Les problèmes commencent parce que le ministre Ferdinand Oyono, écrivain, vous dites donc, un écrivain, donc un artiste, donc le problème se pose et Manu Dibango, on le met dans des situations de complications terribles, comme savent bien le faire les Camerounais lorsqu'on débloque de l'argent. Voilà, c'est ce qui est arrivé malheureusement. Ce qui a froissé justement son honneur. On le froisse, pas qu'il a froissé, on l'a froissé, sauf comme lui, c'était un gars jovial, il n'a jamais voulu énoncer ce problème. Mais qu'est-ce qu'on fait? On commence à regrouper les artistes Sawa, justement pour venir remplacer le frère Sawa. C'est ce qui s'est passé. Donc, le président de la République, c'est lui qui... D'où l'arrivée de Sambende. Absolument. Et je termine donc en disant, comme vous, c'est malheureux de considérer Manu Dibango comme un Sawa, un artiste Sawa. Mais je comprends aussi cette déviation que l'Église nous amène toujours. Ça, c'est aussi l'Église, la tradition judéo-chrétienne. Fait quoi on vous dira que Jésus est venu pour sauver les brebis perdues d'Israël. Voilà, Jésus, c'est un juif. Donc il vous dira que oui, tout le monde pouvait pleurer, mais Marie a pleuré le plus. Donc vous allez voir comment. Lors de la présentation. Même lorsque Jésus lui-même dit, en moi, il n'y a ni juif, ni romain, ni tel. Bon, les gens disent, tu es là pour sauver les brebis perdues d'Israël. Lors de la préparation de cette émission, Charles Amel Bathiou nous a fait une révélation exceptionnelle, nous faire savoir que Manu Dibango avait attaqué son appellation au tribunal, donc il ne s'appelait plus Ndjoké. Charles Amel. Manu Dibango, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et vous savez, il y a plein d'artistes, même Kofi Olomide. Il s'appelle Antoine Agbepa, mais c'est Kofi Olomide. Tout ce qui... Oui, il avait enlevé par l'épaule de Agbepa, c'est son nom, oui. Oui, pardonnez-moi, je peux écorcher, mais on l'appelle désormais Kofi Olomide et toutes ces transactions, c'est avec Kofi Olomide, ce n'est plus avec cela. Il y a une dimension que lorsque vous atteignez de droit, cela vous arrive. Alors, je voulais dire que regardez la vitesse avec laquelle le monde entier, les chefs d'État africains et certains chefs d'État ont rendu, Macky Sall ont rendu à Manu Dibango. Regardez les mots qu'ils ont employés pour parler de Manu Dibango. Lorsque vous écoutez, lorsque vous lisez l'hommage de Macky Sall, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu Manu Dibango, c'est quelqu'un qui l'a connu, mais il a rendu l'hommage à la hauteur de l'homme. Mais allez lire ce que le gouvernement camerounais a fait, la présidence de la République a commis. On a l'impression que c'est un vulgaire vendeur de pastèques. C'est bien grave. On a l'impression que c'est un vulgaire vendeur de pastèques. Le réduit à une communauté Sawa. Ben, on l'a vu, je voulais dire à Bobo qu'il ne soit pas surpris. On l'a vu avec Ruben Oumouaba, on a dit que c'est l'affaire des bazars. Regardez jusqu'où on vit encore. Regardez à quel niveau on se retrouve, la décrépitude. Ce matin, je voyais David Guetta qui est en train de faire un mix. Je dis David Guetta qui faisait un mix sur la chanson de Manu Dibango. Les gens dansaient en disant que vraiment merci de nous égayer à la maison. Vous regardez, tous les Congolais se sont levés. Tous les artistes congolais comme un seul. Werason, JB Piana, Kofi Olomide, tous se sont levés pour dire mais bon Dieu, le monde a perdu. Combien d'artistes camerounais? Allez voir la toile. Combien? Nous sommes à l'image. Vous savez, je vais vous rappeler ce que Assalfo avait dit, je suis à Mondovision, lors des obsèques de notre très cher Jean-Pierre Sarr. Oui. Il s'est levé en disant,
Jean-Pierre Sarr, je suis surpris lorsque j'arrive ici à Tondeuil de me rendre compte que tous ceux qui sont ici viennent de l'étranger, viennent de tout. C'est toi qui m'as aidé à avoir ma première maison. C'est toi. Aujourd'hui, tous les musiciens chantaient ton nom. Je voyais comment ils défilaient dans ton bureau. Mais nous sommes à tes obsèques. Je vois très peu. Dans tous les cas, nous, on est là pour te rendre. Il a pleuré pendant des heures. Je vous dis, à Salfo. Alors, c'est ça le Cameroun. Nous sommes dans cette peau vivant-là, tout simplement. C'est l'ingratitude. Et c'est parce qu'on nous y a amenés. On n'était pas comme ça. Les Camerounais savaient se lever d'un cœur. On n'était pas comme ça. En tout cas, les Camerounais, certains n'ont peut-être pas réagi. La toile s'est enflammée également à l'annonce du décès de Manu Dibango. Même si le chef de l'État, qui est un très proche, qui est un ami de Manu Dibango, n'a fait que cette sortie sur les réseaux sociaux. On aurait bien voulu qu'à la dimension de Manu, qu'il se lève et qu'il fasse une sortie télévisée, comme on l'a eu justement avec le président français lors de la disparition de Johnny Hallyday en France. Ça a marqué le monde. Allez, Dominique Audrey, on va te retrouver dans un instant. On va revenir dans un instant. Charles Hamel, juste le temps de dire rapidement, le temps de donner la parole à Dominique. On va revenir avec Dominique. On va rebondir sur le dernier sujet quand même, rapidement. Avec toi, Karine Sontia. Oui, le dernier sujet nous envoie directement aux mesures du ministre des Transports par rapport au Covid-19 qui a notamment entrepris un certain nombre d'actes, notamment la suspension des formations dans les centres de certification agréés par le ministère des Transports, la suspension des examens et certificats de capacité de conduire des pirogues à moteur, l'arraisonnement de tout navire pendant 14 jours à la bouée de base. Il y a plusieurs mesures telles que celles-ci qui ont été prises depuis le 23 mars par le ministre des Transports, Ernest Ngalle Bibéré, pour lutter contre le coronavirus. On va dire une fois déjà quand même que, quoi qu'on dise, le gouvernement se réveille peu à peu. Mambo Mengan. Non, le gouvernement toujours endormi. D'être dans un sommeil profond. Il rêve même. Déjà, non, ce n'est pas, je vous l'ai dit, ce n'est pas chaque ministre qui prend ses mesures sectorielles. Il s'agit ici d'un problème de protection civile. C'est le ministre de l'administration territoriale qui doit être devant et avec ses collègues autres ministres pour l'accompagner. C'est la protection civile qu'il s'agit. Et la protection civile a comme encadré, comme tutelle ou alors comme patron le ministère de l'administration territoriale. Et là, les autres données, les transports, la médecine, les recherches, tout ce que vous voulez, sont donc constitués autour de ce ministre-là. Mais je comprends aussi le Cameroun, je me dis, même les entreprises qui envoient de l'argent au ministère de la Santé publique, ce n'est pas la bonne personne. Très bien. Mais pourquoi le chef de l'État n'a pas formé? Mais si ce n'est pas la bonne personne, en cas c'est la catastrophe. Il s'agit de gérer les catastrophes. Lorsque l'ACNIO est arrivé, c'est qui a géré la catastrophe? C'est le ministre en charge de l'administration territoriale parce que c'est lui qui s'occupe de la protection civile. Ici, il s'agit de la médecine des catastrophes. Il s'agit de mettre les anthropologues, de mettre un certain nombre d'équipes en place. Ce n'est pas chaque ministre qui prend ces mesures de manière sectorielle. Donc, on interpelle rapidement le ministre de l'administration territoriale. Non, je n'interpelle pas, j'interpelle le gouvernement. Le gouvernement? Voilà, oui, parce que ce n'est pas M. Atangandji qui ira leur dire, venez. J'ai vu ça avec le ministre Patrice Ambassala, qui a dit ici que c'est moi l'ingénieur de l'État. Je dois être là où il y a les grands chantiers. On l'a enlevé du gouvernement. Donc, c'est nous qui devons savoir que nous avons un ministère, un département ministériel qui doit coordonner tout. Vous avez vu comment le gouverneur de la région du Torah s'est déployé ici. Ça veut dire qu'en fait, il a toute l'administration du territoire. Dominique Audrey, rapidement, merci mon Dominique Audrey, en 30 secondes, appréciation. Oui. Toujours dans ce communiqué, j'ai vu que désormais dans les taxis, on devrait juste être 2 derrière et une personne devant, donc soit 4 par taxi. La question que je me pose, quelle est la mesure d'accompagnement par rapport à tous ces conducteurs et de taxi et de moto en matière de carburant, parce qu'ils seront certainement prêts à appliquer cette mesure, mais comment est-ce qu'ils seront accompagnés derrière quand on sait qu'eux aussi, ils auront à perdre énormément, parce qu'il ne faudrait pas seulement prendre des mesures comme ça. Lorsqu'on étudie le marché, quels sont les différents enjeux d'une telle mesure?
À côté de ça, quand on regarde dans d'autres pays, on a vu les présidents ivoiriens, les présidents sénégalais prendre la parole, prendre des mesures. On a vu en Russie le président se déplacer. On a vu dans tellement de pays les présidents prendre les choses à bras le corps. On se demande pourquoi au Cameroun, on est encore à l'étape du confinement, de ne bâchez pas sur la moto, restez à la maison. Peut-être pas encore du confinement. Non, encore dans pour les élèves. Pour les élèves, pour les étudiants. Pour les élèves. Oui, pour le corps estudiantin. Très bien. Allez, merci infiniment à vous. Merci, Madame Michel. Dans un instant, on prendra du plaisir à avoir avec nous sur le plateau Constilamine. Mais avant Constilamine, quand même, il faut quand même reconnaître aujourd'hui que l'Italie, donc pour les infos qui nous parviennent, il y a 2 jours, on annonce 1302 cas guéris déjà en Italie, donc avec un total de 8734 personnes guéries. Donc on va féliciter également ces Cubains qui font un travail important là-bas. Moi, je vais être raciste. Je félicite le monde noir. Je félicite les Noirs. Dans ce monde, c'est le noir. Vous dites, mais attendez, vous qui avez été à l'école, on vous a dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. C'est pas Mbombo qui l'a dit. Bien sûr. Voilà. Mais comment vous pouvez donc diriger le monde pendant 500 000 ans? Et on vient vous dire aujourd'hui que vos cerveaux, vous êtes des tarés, vous ne valez rien. Et chaque fois, la nature va ramener le monde entier à savoir que c'est le noir qui est le patron. Allez, il est avec nous justement sur le plateau B. Constilamine, bonjour et bienvenue. Bonjour. Dans un instant, on parle de 1001 tapis. Bien entendu, on parle bien et bien du magasin phare du concept Salaka, le magasin 1001 tapis, l'un des magasins partenaires de la radio et télévision Equinox. Alors ce matin, je viens avec, bien sûr, avant donc de parler des produits de ce magasin, j'annonce et je présente officiellement à tous les téléspectateurs un nouveau produit du concept Salaka qui nous vient tout droit de l'autre côté, bien sûr, c'est-à-dire de l'Europe. C'est bien sûr un détendeur intelligent. Regardez bien cet appareil. C'est tout nouveau, c'est tout beau, c'est Nyanga, c'est-à-dire c'est la sécurité, c'est le contrôle de votre gaz à la maison. C'est bel et bien un détendeur intelligent que vous retrouverez du côté du magasin 1001 tapis au prix de 12 000. Je rappelle qu'il coûte pratiquement 20 000 francs, ce détendeur intelligent. Mais dans le cadre du concept Salaka, pour ceux qui vont le commander, vous l'achèterez à 12 000 francs avec une garantie de 5 ans. Oui, nous vous donnons 5 ans de garantie sur ce détendeur intelligent. Il est neuf, il est dans le carton, il est d'origine, il est Nyanga. Il permet de contrôler votre gaz. Il permet également d'assurer une sécurité au niveau de la bouteille au niveau bien sûr du gaz. Il coûte la somme de 12 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Je rappelle que le stock il est très limité. Nous allons tout de suite passer à la vente des autres produits du magasin 1001 tapis. Le temps de rappeler à tous nos téléspectateurs que la double réduction continue bel et bien au magasin 1001 tapis. C'est le magasin qui vous permet d'avoir les prix encore les plus bas sur le marché camerounais parce que c'est un magasin partenaire du concept Salaka. Nous allons tout de suite nous conduire du côté donc des tissus d'ameublement que vous avez encore et encore à 1000 francs le mètre linéaire. Oui, les tissus d'ameublement, vous les avez à 1000 francs le mètre linéaire, que ce soit les tapissiers, que ce soit les menuisiers, que ce soit même à la maison. Il faudrait changer les meubles à la maison, les tissus d'ameublement à 1000 francs le mètre linéaire. On parle également des robots mixeurs 2 balles. Ils sont neufs, oui, bien entendu des fers à vapeur. Vous les avez donc à 7500 francs. Un magnifique fer à vapeur de qualité à 7500 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. On a également des ordinateurs complets à 45 000. Un ordinateur complet avec, bien entendu, écran plat 17 pouces, lecteur DVD, clavier, souris. Tout installé à l'intérieur, vous l'avez à 45 000 francs, un ordinateur complet de qualité supérieure au magasin 1001 tapis.
On a également des rallonges, oui, bien sûr, des rallonges de sécurité, des rallonges d'origine avec 6 sorties et bien sûr un câble très très solide. Vous l'avez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. C'est en plein cœur de Douala au Cameroun. On est également toujours dans le cadre de cette grande promotion des imprimantes de caisse. Oui, ce produit innovateur, cet appareil de qualité qui permet d'assurer une comptabilité, d'assurer bien sûr une traçabilité financière, quelle que soit l'entreprise, que ce soit les boulangeries, les pharmacies, les supermarchés, les restaurants, les prêt-à-porter, quel que soit le type d'activité, on a besoin de facturer quand on encaisse de l'argent et de sécuriser ses comptes. Une imprimante de caisse à 65 000. Et dès que vous achetez une imprimante de caisse, on vous donne un fer à vapeur gratuitement. Bien sûr, des woofers à 28 000 pour écouter la radio Equinox, pour écouter la musique avec un système Bluetooth. Vous les avez à 28 000 francs. Des woofers avec radio, avec sortie USB, carte mémoire, vous les avez à 28 000. Des bouilloires pour bouillir de l'eau à la maison, vous les avez à 6 500 francs. Ce sont des bouilloires en inox, des bouilloires neuves, des bouilloires dans le carton, vous les avez à 6 500 francs. Du côté bien sûr du magasin 1001 tapis en face le Palais d'Ika. On parle également des laptops Core de Dio à 75 000 avec 160 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2.4 de processeur, lecteur et graveur DVD. Vous les avez à 75 000. Un laptop Core de Dio avec garantie et service après-vente. Les robots mixeurs de balle à 17 000. C'est un grand robot mixeur avec un filtre et bien sûr un moteur tellement puissant. Vous les avez à 17 000 francs. Des clés USB 32 Go. Je n'ai pas dit 2 Go. Je n'ai pas dit 8, j'ai dit 32 Go. Une clé USB neuve avec un système de sécurité. Vous les avez à 8 500 francs pour garder les documents. 32 Go à 8 500. Un laptop Core i5 ProBook 75-70, vous l'avez à 135 000 avec 4 Go de RAM, 250 Go de disque dur, lecteur et graveur DVD. Vous les avez donc à 135 000. Un laptop Core i5. Encore des imprimantes de caisse à 65 000 avec un fer à vapeur offert gratuitement. Des imprimantes de caisse à 65 000. On parle également de plus en plus dans cette promotion ce matin. Chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Bien entendu, un fer à vapeur à 12 000. Il est costaud. Il est de qualité à 12 000 francs. Des lustres, vous les avez donc bien entendu à partir de 50 000, à partir de 40 000 francs. Des lustres de qualité au magasin 1001 tapis en face du Palais d'Ika. La grande promotion se poursuit également avec des friteuses électriques. Oui, vous avez un restaurant, vous faites dans la friture, vous avez des friteuses électriques à 25 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Des friteuses électriques, vous les avez à 25 000 francs. On parle également des robots mixeurs de bol à 12 000, des fers à vapeur à 12 000 francs. Et bien entendu, tout ce qu'il y a de bien, c'est au magasin 1001 tapis. N'oubliez pas les détendeurs, c'est-à-dire les détendeurs intelligents. Vous les avez à 12 000 au magasin 1001 tapis. Des laptops, des ordinateurs complets, des robots mixeurs de bol à 12 000 francs. Ne demandez plus les robots chez les voisins. N'écrasez plus les condiments chez les voisins. Rendez-vous au magasin 1001 tapis dès à présent et passez votre commande. Un robot mixeur à 12 000. Un fer à vapeur à 7 500. Un ordinateur complet à 45 000. Et n'oubliez pas le détendeur intelligent, le nouveau produit du concept Salaka à 12 000 francs. Plus besoin de dire que mon gaz est en train de fuir. Non, il n'y a plus de fuite de gaz à la maison. Il n'y a plus d'incendie à la maison avec le détendeur intelligent vendu à 12 000 au magasin 1001 tapis. Constilamine, merci beaucoup mon cher. Merci infiniment. On te retrouvera avec beaucoup de plaisir tout à l'heure. Tu nous reviendras de toutes les façons. Il n'y a pas de souci. Et on va poursuivre avec vous, madame, messieurs, dans ce programme 10-12. Le Zénith sur Equinox Télévision avec l'interpellation. Non, il faut qu'on change notre système de ville. Parce que notre système de ville, maintenant, ça ne donne pas. Mais partout, là, même n'importe quoi, même le commerce, même n'importe quoi, le travail, même le fonctionnaire, ça ne donne rien dans la ville maintenant. Là. Maintenant, on vit maintenant au pays comme le parti était un système avant, en 82.
Maintenant, si on ne change pas maintenant, ça ne va pas donner. Il faut qu'on change, faire la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie au Cameroun. Oui, il faut qu'on change pour être un système de démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays. C'est ce que je vois. Parce que la démocratie est là, on ne peut pas vivre comme ça qu'on vit maintenant. Là. Interpellation, Bomo Bengan, qu'est-ce que vous en dites ce matin? En résumé, je pense que le compatriote nous demande de nous éduquer à la citoyenneté. Et citoyenneté veut dire comprendre la devise paix, travail, patrie et l'appliquer. C'est simplement ça. Parce qu'il demande, si vous nous entrez dans les termes, on n'est pas démocratique, on n'est pas ci, on n'est pas ça. On ne va jamais s'entendre. On vous dira qu'il y a 3500 partis politiques, il y a au moins 18 000 télévisions au Cameroun, la presse écrite, on n'en parle plus. Donc, revenons à la devise du Cameroun, paix, travail, patrie. Si on se conforme, qu'est-ce que la paix? Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que la patrie? Et là où on va donc se rendre compte, on va définir les termes de chômage, d'engagement citoyen, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, c'est ce tout que est résumé dans ce... Oui, tout est résumé dans ces trois mots. Paix, travail, patrie. Avez-vous le Qu'on nous sentiment... enseigne ça. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde au Cameroun parlant de paix, sommes-nous en paix? La question est posée. Voilà. Lorsqu'on parle de travail, travaillons-nous véritablement au Cameroun? Sommes-nous heureux de travailler, faire ce que nous aimons faire avec fierté et patriotisme? Voilà Manoud Bango qui a travaillé. Apparemment, il n'a pas travaillé pour les Sawa. Non, il n'a pas travaillé que pour le savoir. Ah, d'accord. C'est pas nous qui le disons. Allez, retrouvons une fois de plus sur le plateau B Consti Lamine qui nous revient cette fois-ci avec un produit magnifique, le Vondio. Consti Lamine. Vondio Oméga 3, bien entendu, c'est un produit magnifique comme tu l'as si bien dit, hein? Et c'est un produit qui est vendu bel et bien au concept Salaka, qui est d'ailleurs le représentant au Cameroun et en Afrique. Oui, ce complément alimentaire d'origine américaine des laboratoires Cedorex, à savoir le Vondio Oméga 3. Oh là là, regardez bien sûr la présentation de la boîte, regardez bien sûr sa couleur, hein? J'attire l'attention de nos téléspectateurs à ne pas confondre avec d'autres Oméga 3. La vraie et surtout la qualité, c'est bien sûr du côté du magasin 1001 tapis. Ce complément alimentaire, vous l'avez à 5500 francs et c'est 30 gélules à l'intérieur et c'est une gélule par jour pendant le repas. Il dit bien c'est une gélule par jour pendant le repas, accompagné bien sûr d'un guide d'utilisation que voici, qui nous vient tout droit des laboratoires Cedorex. Soyez très prudents quand vous voulez acheter un complément alimentaire, chers téléspectateurs. Je vous aime tellement, bien entendu, raison pour laquelle j'assure également, bien sûr, des conseils auprès de vous. Alors, s'il vous plaît, soyez très prudents quand vous voulez acheter des compléments alimentaires. Ça, j'attire votre attention. Alors, venez au magasin 1001 tapis, vous ne serez pas déçus. On parle également d'une lotion, c'est la lotion des diabétiques. Alors, tous nos amis diabétiques, votre lait de toilette est là. C'est un lait de toilette que vous retrouverez à 6 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis uniquement pour la peau des diabétiques. Alors à l'instant, nous allons également bien sûr parler des modalités de livraison pour ceux qui ont besoin de commander un produit au concept Salaka, que ce soit le Vondio Oméga 3, que ce soit le correcteur de posture, que ce soit bien sûr la lotion des diabétiques, que ce soit les produits électroménagers, les produits informatiques. Il suffit tout simplement de nous appeler à nos numéros de téléphone et de passer votre commande. Pas besoin de se déplacer, restez à la maison, restez dans vos quartiers. Le concept Salaka fera le reste. Et je rappelle que nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains ainsi que certains pays européens qui sollicitent les produits vendus par le concept Salaka depuis le Cameroun. C'est donc ça, la puissance et la force d'un concept de vente. Alors nous sommes bel et bien aujourd'hui un jour important. C'est un jour qui vous permettra, chers téléspectateurs, de recevoir des morceaux de savon gratuitement au magasin 1001 tapis pour tous ceux qui vont faire des achats au magasin 1001 tapis. Quel que soit le produit acheté, vous recevez gratuitement un morceau de savon qui vous permettra de laver régulièrement les mains à la maison. C'est donc le cadeau que nous offrons à tous les clients du concept Salaka. N'oubliez pas, le point de vente c'est à Aqua, en face du palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Et je ne saurais partir sans parler rapidement de la pommade contre les hémorroïdes. Pour ceux qui en souffrent, vous connaissez ceux qui en souffrent, je vous conseille de venir
venir au magasin 1001 tapis et d'acheter votre pommade, mais alors la vraie pommade des hémorroïdes que vous retrouverez au magasin 1001 tapis grâce au concept Salaka. Merci et surtout, très bonne journée à tous les clients du concept Salaka et surtout, soyez très prudents, chers téléspectateurs. Constilamine avec le concept Salaka, merci pour ce moment spécial. On sera toujours heureux de t'avoir parmi nous. Karine Sontia. Alors, je suis camerounais, délégué médical vivant au Gabon. Le président gabonais a créé un comité scientifique et aussi un fonds de crise au Covid-19. À ce jour, a récolté déjà 80 milliards. Le génie militaire est en train de construire dans l'urgence l'hôpital campagne pour orienter tous les malades soupçonnés de symptômes rhinogrippales. La police quadrille le Gabon pour exiger le port des masques aux populations. Le chef de l'État, bien que diminué, a déjà fait 2 sorties juste pour montrer la différence de la riposte entre nos chers 2 pays. Ernest Lambert Sobzé. Merci infiniment Ernest Lambert Sobzé depuis le Gabon pour ce message. On va se quitter, on va se dire merci. Dominique Audrey, un petit mot gentil à l'endroit des téléspectateurs. Surtout protégez-vous, comme j'ai dit il y a quelques jours, je n'aimerais perdre aucun Camerounais à cause de cette maladie. Donc faites attention à vous. Merci beaucoup. Charles Amel Badiou, merci infiniment. Bonbon Bengan, merci. Karine Sontia. Ce sera avec le même plaisir, madame, messieurs, qu'on se retrouvera demain sur les antennes d'Equinox Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Si possible, restez confinés, mais surtout, faites tout ce qui est de votre possible pour respecter les mesures édictées par l'État du Cameroun. Lavez-vous les mains chaque 10 minutes si possible, peut-être même le corps, pourquoi pas. À demain.